Salut, salut et bienvenue sur le Squigord. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'analyse méta concernant les zombies. Vous n'êtes peut-être pas sans savoir que très récemment, il y a eu un supplément concernant cette faction-là, et justement, on va profiter de cette vidéo pour voir quels sont les apports en termes de règles que nous donne ce supplément-là pour les zombies. Avant d'entrer dans le vif du sujet, et de parler de la liste qui est assez dense, on va voir quels sont les traits de bataille caractéristiques de la faction. Il y a plusieurs choses à prendre en compte. Tout d'abord, vous avez une capacité d'embuscade qui vous permet de mettre en réserve les unités avec le mot-clé Brave Herd. Donc ça correspond globalement à toutes les unités qui ont le mot-clé Gore, comme les Angor, les Tsangor, les Bestigor, les Beastlords, les chamans, et tout ce qui ressemble à un homme-chèvre dans la faction des zombies. Vous avez aussi, via le dragon ogre et le chagot, une capacité qui vous permet d'avancer de 3 pouces à la phase de héros si vous n'êtes pas engagé avec l'ennemi, et une capacité qui fait tomber la foudre sur vos unités au début de la phase de combat, vous permettant de vous soigner ou d'infliger des dégâts à l'ennemi sur un 4+. Vous avez aussi des traits de bataille qui concernent les Warhordes, donc les Doombulls, les Boulgors et les Gorgons, qui vous permettent de vous soigner lorsque vous détruisez une unité ennemie et de faire des touches à l'impact lorsque vous chargez. Les zombies reposent aussi beaucoup sur une capacité d'invocation qui permet d'invoquer beaucoup d'unités au cours de la partie. Vous avez un tableau qui va de 1 à 10 et vous pouvez faire des sacrifices une fois par phase de héros afin d'obtenir D3 points d'invocation en l'échange de D3 blessures mortelles suivies par une de vos unités. Vous avez également un des décors de faction les plus importants et un des plus utiles en termes de synergie globale pour une faction, c'est la pierre d'Erd. La pierre d'Erd, elle a beaucoup changé par rapport à avant et elle vous donne dès à présent une reine augmentée de 1 globale sur toute la table au début de la partie, et une reine qui va être augmentée non pas de 1 mais de 2 à partir du 3e round de bataille. Les unités dans la bulle de la pierre d'Erd, elle commence à 12 et elle augmente de 6 pouces au début de chaque round, vont subir 2 fois moins de pertes qu'elles devaient subir à la base lors d'un jet de déroute raté, et en plus de ça, lorsque vous faites un jet de ralliement avec une unité Beast of Chaos qui est entièrement dans la bulle de la pierre d'Erd, alors vous faites pas le ralliement sur des jets de 6+, mais sur des jets de 4+. Pour la liste qu'on va voir aujourd'hui, elle est jouée dans la sous-faction Gavespawn, ce qui vous confère plusieurs règles. Vous avez tout d'abord un trait de bataille de cette sous-faction. Lorsque un de vos héros meurt sur un 2+, il est remplacé par un enfant du chaos. Ensuite, vous avez une aptitude de commandement qui vous permet de donner plus une attaque à une unité homme-bête entièrement à 12 d'un enfant du chaos. Le trait de commandement de cette sous-faction est obligatoire et confère une dissipation supplémentaire au général qui a ce trait de commandement-là, tandis que l'artefact va augmenter de 2 les dégâts d'une des armes du porteur, mais lorsqu'il fera un jet de touche non modifié de 1, il subira une blessure mortelle à la fin de l'attaque. Dans la liste qu'on va voir aujourd'hui, le général est un Tsangor Shaman, ce qui permet d'avoir les Tsangor en ligne. On a 2 Shaman Brave Herd, avec un sort de War Scroll qui permet de faire avancer de D6 pouces une unité ennemie vers vous. Et le dernier sorcier de la liste, c'est le Chagot, qui lui connaît un sort qui améliore l'arène de 1 d'unité en bête ciblée. Les autres sorciers connaissent un sort qui va soustraire 1 au jet de sauvegarde d'unité ennemie à 12 pouces. Côté unité, on a 5 unités de Tsangor, 2 chariots, une unité de Centigur et 2 gorgons. On rappelle que les gorgons connaissent 2 actions monstrueuses. La première est générique à tous les monstres Beast of Chaos et permet de générer un point d'invocation sur un 2+, et des 3 points d'invocation sur un 6 non modifié, tandis que le deuxième rampage est exclusif aux gorgons et permet d'améliorer la rend de 1 d'unité qui utilise ce rampage. Alors, comme vous l'avez remarqué, la liste qu'on va voir aujourd'hui, elle est beaucoup plus dense que d'habitude. Donc, je vous propose de se lancer immédiatement en son analyse avec Hervé, afin qu'on puisse savoir comment jouer correctement les zombies dans un format compétitif. Donc voilà, comme prévu, on se retrouve cette fois-ci en interview avec Hervé. Hervé, j'imagine que si vous avez fait les tournois Skullgirl, vous l'avez déjà vu, puisque il a gagné le tournoi Escalade qu'on a fait l'an dernier, avec ses zombies. Et c'est pour ça qu'il est là aujourd'hui d'ailleurs. Donc, est-ce que maintenant que je t'ai présenté un peu plus, que tu peux toi nous en dire plus sur ta personne et présenter aux gens qui ne te connaîtraient pas? Ok, donc moi je suis un joueur, je joue depuis pas mal d'années à Age of Sigmar. Je me suis lancé dès le départ à la V1 dès qu'elle est arrivée. J'ai fait mon deuil de la V8 et je me suis lancé vraiment dans Age of Sigmar. J'ai fait du battle. Je pense que ça fait quand même pas mal d'années que je joue et je joue beaucoup en loisir. J'aime bien avec des potes se réunir et faire des batailles. Et comme je joue souvent, euh, personnellement, je m'impose souvent de jouer légèrement des listes un petit peu en dessous pour, pour que mes potes s'amusent. Et je suis parti vers les hommes bêtes parce que les hommes bêtes, c'est l'armée qui est dit tout le temps faible et ça casse un petit peu entre guillemets, les a priori. Et voilà, et les mecs, dès qu'ils voient des hommes bêtes, ah ça y est, oh, ça va, je vais passer un bon moment et ça permet de s'amuser, quoi.
Ouais, donc ça fait un moment que tu joues à Hombet, et moi j'ai vu tes figurines, c'était une super armée convertie avec mi-humaine et les autres fixes et figurines de battle. Si je me rappelle bien, t'as des gorgons, des fois on les soulève, ils sont en plomb, ils font 20 kilos. Ah ouais, c'est vrai que je suis parti sur un thème d'une armée de Narnia, tout simplement. Voilà, un thème on va dire, de ma génération, hein. Une génération de vieux, et de médiéval fantasy. Et voilà, je me suis permis de créer mon propre univers. Non, donc voilà, une très très belle armée. Comme tu as dit, toi t'es plus à la base un joueur narratif, mais quand même, tu as une certaine connaissance qu'on peut considérer comme encyclopédique de l'armée Hombet, et tu as prouvé à maintes reprises que tu étais capable de jouer l'armée quand des listes qu'on peut considérer comme top méta. Et donc, comme tu l'as rappelé, Hombet, jusqu'à très récemment, c'était une faction que les gens considéraient comme étant assez faible, pour des raisons évidentes de statistiques, parce que Hombet, depuis la V3, on avait du mal un peu à passer au travers certaines choses, parce qu'on était à la fois fragile et mou du genou au corps à corps. Ce qui n'était pas très avantageux, parce que le seul point fort de l'armée, c'était d'aller vite. Sauf que récemment, il y a un White Dwarf qui a fait beaucoup de bruit, parce qu'il a changé radicalement des règles essentielles de l'armée Hombet, et elle a changé en bien, parce que maintenant les Hombet ont gagné pas mal de règles, notamment une reine supplémentaire qui est sur toute la table, au lieu d'avoir une bulle qui augmente avec la pierre des hardes, et surtout pas mal de rampage, donc d'actions monstrueuses, qui rendent les monstres Hombet euh, auparavant un peu mou du genou au corps à corps, en des vraies unités qui peuvent faire des menaces. Voilà. Et tout en conservant en fait leur faible coût qui était justifié auparavant par une faible efficacité. Maintenant, les hommes bêtes, ils sont à la fois très très puissants au corps à corps et ils coûtent pas cher. Et donc, la liste que tu as faite aujourd'hui, elle se repose un peu sur ça. Et j'aimerais donc que tu expliques aux gens l'idée derrière cette liste, comment tu l'as créée et quel est le plan de jeu lorsqu'on joue une telle liste. Parce qu'il y a beaucoup de Sangor et mine de rien, c'est pas le choix le plus automatique qu'on puisse avoir en homme-bête, puisque généralement, quand on fait une première analyse, on a plutôt tendance à pencher vers des dragons ogres ou bien des minotaures. Alors déjà, il faut parler, l'armée d'hommes-bêtes en général, elle est souvent décriée, mais le problème des hommes-bêtes, c'est une armée qu'il faut jouer souvent. Il y a beaucoup de BT, beaucoup de points de vie, et elle est déroutante parce que ce qu'on a envie de jouer au départ ne marche pas. Et l'ancien système faisait que tu étais obligé de rester chapeauté avec cette pierre et séquencer comment il s'appelle, tes mouvements à cause de la pierre. Et il fallait jouer beaucoup de choses. Il fallait tester, tester, tester. Et c'était assez déroutant pour un jeune joueur. J'ai écouté beaucoup de personnes parler des hommes bêtes en, comment on appelle ça, en parlant de listes molles et ainsi de suite. Mais ça te permet quand même de choquer l'adversaire parce que les mecs, ils savent pas qu'est-ce qu'il y a en face d'eux. Tout simplement, tu tombes sur une armée, tu ne sais pas ce qu'il y a en face de toi. Je parle, la liste qu'on parle là, c'est une liste de Tangor, d'accord. J'ai plein d'autres listes, plein d'autres projets, mais celle-là en particulier, j'ai récupéré pour la liste que j'avais fait pour le tournoi, et je l'ai mise, on va la faire un petit level up en 2.0 grâce à la pierre. Ok. Il y a d'autres possibilités, il y a de bonnes possibilités, il y a des listes FEP en homme-bête qui vont arriver. Je les vois, voilà, il y a des bons projets d'armées totalement FEP. Le mec T1, il n'y a rien sur la table. Ce qui est hyper dangereux n'est pas sur la table. Et tu te places. Il y a des armées Dragon Ogre qui vont arriver, je pense, qui vont pas rigoler du tout. Celle-là, c'est une armée couteau suisse. C'est une armée qui est faite pour affronter quand même pas mal de choses et s'en sortir. D'accord. Les hommes bêtes, c'est plein de points de vie. Là, je pense qu'on est limite à presque 180 points de vie sur la table, en début de table, parce que j'ai un potentiel limite de 240, 230 points de vie en cours de bataille. C'est énorme. C'est énorme. Le mec, il en a partout sur la table. Donc, l'arrivée de la pierre a fait que cette bulle qui faisait qu'on était obligé de rester groupé et de sortir des petites unités de la bulle, on va dire, qui gonflait petit à petit, on n'en a plus besoin. Donc dès le début, on peut faire des choses qu'on ne pouvait pas faire avant, c'est projeter son armée hyper offensive dès le début. Tu étais obligé de profiter de cette aura. Et le Gorgon, qui était balèze avant, attention, il était balèze, mais il devait profiter de son aura, et donc finalité, le mec fout le tir et te bombarder. Ouais. Et là, on se retrouve avec plein de choses qui deviennent offensives. Mais ça reste toujours une armée avec sa faiblesse. On va pas se mentir, le mec qui te fait péter la pierre, ton armée redevient le BT pourrave qu'il était juste avant, quand même, tu vois. Faut pas Ouais, c'est l'oublier. clair. Quand même, on a eu un level up, mais ce level up est quand même tributaire d'une pierre.
il va falloir la défendre, il va falloir bien la placer. Et si tu perds la pierre, c'est pire qu'avant, parce que tu seras projeté. Donc, sur l'armée que j'ai présentée, c'est une armée, déjà, je joue une sous-allégeance avec qui est assez importante, c'est que dès qu'un de mes héros va mourir, sur un 2+, il se transforme en enfant du chaos. C'est quelque chose d'assez déroutant et qu'il faut jouer. Il faut être hyper offensif, même avec un petit chaman. Et sur 2+, s'il est mort, tu as un enfant du chaos qui apparaît à 6 pouces. Et tu peux bloquer une mocrocha. Le mec, il fonce, tu mets 2 chamans devant, tu les sacrifies, il va les péter, il y en a bien un qui va rester. Les 2+, ils vont passer. Tu sais qu'après, le tour d'après, ta mocrocha, elle est bloquée. Vous voyez un petit peu, c'est une armée couteau suisse. Hein. Est-ce que tu veux que je te présente l'armée là? Oui, bien sûr, bien sûr. Alors, l'armée en elle-même, je vais juste me la reprendre en visuel. L'armée en elle-même, la sous-allégeance, comme je l'ai expliqué, c'est une sous-allégeance qui me permet de transformer mes héros en enfants du chaos, sur un 2+. Ce n'est pas il n'a pas le mot-clé héros, c'est vraiment, elle meurt et elle se transforme en enfant du chaos. Parce que Ouais, je c'est sais une que invocation, quoi. voilà, c'est une invoque gratos. Ça me permet d'avoir, et là, comme tu peux le voir, j'ai quand même pas mal de héros. J'en place 5. D'accord? 5 héros qui valent pas très cher. Boum, boum, boum. Suivant les situations, ben, ça me permet d'avoir comment il s'appelle, des enfants du chaos qui viennent bloquer l'adversaire. Et ça, c'est assez surprenant, parce que dans la tactique de l'adversaire, il n'a pas prévu ça. Il n'a pas prévu. Imaginons des dragons qui chargent, tu sacrifies 2 héros juste devant, il les tue, tour d'après, il est rebloqué. Et il peut avoir son double tour, et c'est un fiabilisateur quand même de gestion de double tour. Comme tu peux le voir, je joue un général Chagot. Le Chagot pardon, je joue pas, autant pour moi, je joue pas un général Un Chagot, Sangor, ouais. je joue un général Tsangor, qui me permet de passer les Tsangor en ligne. Okay, le général, lui, il permet à une fois dans la bataille de lancer un sort supplémentaire. Alors, il a un super mouvement. Il a un mouvement qui est combiné avec les chamans. On va en reparler après. Donc, tu as un général qui bouge, qui peut traverser la table, que tu peux toujours placer où tu veux, le sauver la vie. Le mec qui veut tuer le général, tu le planques. Toujours, voilà, il est un peu faible. C'est la faiblesse de cette armée, c'est que tu te retrouves avec un général qu'il faut toujours très très bien placer, parce que le mec, il peut passer sa tactique de bataille et voir te le faire sauter pour te grappiller les PC. Comme tu peux voir, il y a 2 chamans. Les chamans, ils ont un sort. Alors, je le joue avec le sort qui permet de relancer mes jets pour blesser, qui va fiabiliser, qu'on va entamer les charges de Tsangor. Donc, je joue le même sort à l'identique. Pourquoi? Parce que je passe mon sort. Quand j'en aurai besoin, n'importe quel endroit de la bataille, je prends une unité de Tsangor, je lui passe le sort. Elle va relancer tous ses jets pour blesser. C'est vraiment. Elle aura moins 1 à la save, mais je m'en fous, je vais l'envoyer en boulet, en missile. Et quand je vais l'envoyer, elle va faire un déluge d'attaque. Quand on va parler des Tsangor, c'est assez surprenant. C'est assez surprenant, les Tsangor. Déjà en Zench, je trouvais ça assez surprenant, mais dans mon BT, on peut faire des choses assez intéressantes. On se retrouve avec un Best Lord. Alors, le Best Lord, quand on le regarde, il est 95 points, ça paraît Ouais, tout nul. il est un Ah, il est peu. tout nul. Ah, il est tout nul, hein. Il a un tout War Scroll pourri. Sauf que lui, il a 6 attaques en 3+3+, -1 en piré qui devient -2, dégâts 1. Il a l'objet magique de faction qui fait qu'il a plus de dégâts. Donc il est déjà en -2, dégâts 3, 6 attaques. En heure de gloire, il va se retrouver en 2+ pour blesser. Quand je vais utiliser mon PC, je me retrouve avec un missile, mouvement 6, +3 au mouvement par la présence du chaman, avec un D6. Je choisis le 6, j'ai un petit missile, je l'envoie. Je me retrouve avec 6 attaques en 2+2+, -2, voire -3. On va en parler après avec le chaman, comment il s'appelle, avec le chagot, et dégâts 3. Et dès qu'il tue une figurine, et là, d'un rayon de 18 pas, tous les Tsangor gagnent un bonus. C'est des petits trucs. Le petit héros, pour revenir, toutes les batailles que je fais, pour 95 points, bah, il fait toujours quelque chose. Au pire, je l'utilise en enfant du chaos. Au moins pire, je l'envoie en missile, il a 6 attaques en dégâts -3, dégâts 3. Je pense qu'il y a pas mal de héros. Il tient un gaz mal, il tient le marteau de Sigmar dans une main, le petit héros à 95 points.
Ouais, non, mais si ça attaque 3 plus de plus, raid moins de dégâts 3, on n'est pas loin de ce que peut faire un géant Gatebreaker, donc c'est rapidement menaçant comme potentiel offensif, surtout comme tu l'as dit, que bah, si tu meurs soit via l'adversaire ou même via carrément ton propre artefact en embed parce que tu prends des PV quand tu rates tes touches, bah c'est pas grave parce que tu mets un enfant du chaos et l'enfant du chaos il va augmenter la saturation des unités qui restent sur la table. Donc c'est Alors, vraiment tout bénef quoi. je l'ai testé dernièrement sur une armée de tir. Je l'ai envoyé en missile. Il est passé. En plus, je le place pour qu'il ait son -1 grâce à des placements à côté d'autres unités. Et je chope mon unité. Il est en heure de gloire. Il va mourir. Mais quoi qu'il arrive, quand il meurt, boum, il se prend un enfant du chaos en plein milieu de sa ligne de tir. J'ai souvenir d'une armée avec 70 archers luminettes avant le début des facs. Il s'est retrouvé avec ça qu'il a chargé. Il le tue et il apparaît en plein milieu de son armée. Vous voyez, vraiment, voilà, c'est des choix. C'est une armée de choix. Après, je ne vais pas dire, c'est assez atypique comme une liste d'armées. Le Chagot. Alors, le Chagot, c'est le personnage clé d'une armée en bête. Il vaut 155 points, 10 points de vie, sauvegarde à 4. Alors, souvent, on le voit comme un guerrier, mais non, il ne faut pas le voir comme un guerrier. C'est un magicien. Alors, comme tu peux le voir, j'ai mis l'arcane d'homme. Bon, pas besoin d'expliquer. Pour moi, il a droit à 3 sorts et il a 2 des meilleurs sorts du jeu, presque, pour un petit personnage comme Ouais, ça. ils ont des très bons sorts les chagottes. A choisi une de mes unités à 18 pas. Elle a -1 empirique. Et le deuxième sort choisit une unité adverse à 21 pas. Alors, ne me demande pas pourquoi 21 pas, parce que à 21 pas, elle a mouvement divisé par 2, course divisé par 2, charge divisé par 2. C'est un très très bon sort, hein. J'ai vu des unités, voilà, quand tu prends ça, parce que l'armée Hombet est une armée de magie. Comme on peut le voir, là, je me retrouve avec, j'ai un potentiel de 6 sorts. J'ai toujours un sort, et tous mes sorts sont bons. Je me retrouve avec des bons sorts. J'ai le chaman, on peut en parler, comme je vous ai dit, il a le sort qui me fait relancer pour blesser, qui est un très très bon sort. Alors imagine une unité de Minotaur qui te fonce dessus, hein. Il a un sort qui me permet de déplacer une unité de 2 d pas. C'est un sort très complexe, mais quand on le maîtrise, il est top. Ouais, c'est la C'est que dégénérescence, ouais. ouais, c'est très complexe. Il est complexe à lancer parce qu'il faut le prévoir, il faut le placer, il faut commencer il faut, il faut faire avant plein de petits placements parce qu'il doit se déplacer vers l'unité ennemie la plus proche. D'accord. Et ça marche très très bien contre les Son of Behemoth. Ils Pour, sont pas nombreux. hein. Ouais, et puis bon, et quand ils sont sur l'objectif, tu arrives à les faire sortir d'un Ouais. objectif. Souvent, contre les Son of Behemoth, ça c'est une armée, elle marche très très bien contre les Son of Behemoth. Souvent, quand j'en sors un de l'objectif, je prends l'objectif, et l'autre, j'envoie tout dessus. J'en tue un, enfin, j'envoie tout, mais quand j'en dis tout, j'envoie tout. Et l'autre, je l'ai sorti, je lui mets tout autour des. Vous verrez qu'on va entamer les chars, les unités d'invoque et tout ça. Et puis, ça me permet de séquencer l'adversaire, lui faire perdre des points. Voilà. Ça reste toujours agréable de pouvoir déplacer une figurine adverse. Il n'y a pas plus jouissif que de voir un Son of Behemoth qui sort d'un objectif. Puis en fait, surtout le truc, c'est qu'avec un sort comme ça, tu as très bien expliqué déjà, Hombet, les gens ils connaissent pas bien. Et donc ça, c'est l'avantage de toutes les armées qu'on peut considérer comme outsiders, c'est que ce soit Gloom ou Hombet, alors peut-être que ça va changer pour les Hombet, mais les gens connaissent pas. Donc en plus des trucs que tu as dans ta liste, des outils que tu as dans ta liste, tu as un effet de surprise qui est non négligeable. Et donc un adversaire qui connaît pas bien le sort, il va dérouler son plan de jeu comme d'habitude. Il va se poser, il va vérifier ses charges, ses bulles, ses sorts. Puis, tu vas déclarer le sort, il va s'avancer, et puis du coup, il va être à portée de menace. Et ça peut changer la dynamique d'une partie du tout au tout. Alors, moi, tu as totalement raison. Lors du tournoi, les joueurs contre qui je jouais, qui étaient des très bons joueurs, et je pense que dans d'autres situations, peut-être qu'ils m'auraient éclaté, j'avais la chance d'avoir le fait qu'ils ne maîtrisaient pas du tout l'armée qu'ils avaient en face d'eux. J'ai vraiment été correct, je leur ai tout expliqué comme je pouvais, mais il y avait tellement d'informations. Et après, voilà, je maîtrise mon armée, je la joue très très souvent, mais en loisir, avec les potes, je pense que j'ai dû faire en V3 peut-être 40 parties, 40 parties d'Hombet, ouais, donc avec Jim et autres. Donc je l'ai beaucoup joué. Et c'est vrai que pour un joueur débutant, il y a tellement d'outils, tu t'y perds. Vraiment, tu t'y perds. Quand on va entamer les Tsangor, tu es obligé de te perdre. T'es obligé, c'est très compliqué le Tsangor.
Cette liste-là, elle est pas simple, hein. Elle est vraiment pas simple. Déjà, il faut jouer super vite. Il faut jouer super vite. Je suis un joueur speed. Déjà, dans ma façon de parler, je suis speed, mais quand je joue, je suis super speed. Ah, t'as pas le Mais choix, il y a trop de modèles. il y a trop de modèles, tu veux pas te faire cloquer. Donc, il faut y aller, il faut balancer, il faut déjà structurer sa liste. Pour revenir sur le Chagot. Le Chagot est un personnage assez atypique. Donc, j'ai déjà donné ces deux sorts que je prends, le Ouais. moins un À la et reine le et puis sort la division des de mouvements, ouais. déplacement. Mais en plus, il a un sort de War Scroll qui lui permet de regagner un des 3 points de vie. Il fait tomber la foudre sur lui. Et là, on va entamer. Il peut regagner quand on lance pour savoir qui a le tour. Si on fait une égalité, il y a un éclair qui tombe sur les dragons ogres. Il reprend un des 3 points de vie. Donc on a deux sources d'un des 3 points de vie. De plus, avec les règles qui étaient sorties via comment il s'appelle, Le supplément Kragnos? le supplément Kragnos, bien vu. Et à la fin de chaque phase de corps à corps, qu'il ait participé ou pas, il y a un éclair qui lui tombe sur la tête. C'est un personnage, c'est un héros, donc lui c'est sur un 2+, et il regagne un point de vie. Je vais en parler parce il faut séquencer la pierre de harde, qui est très compliqué, et lui je l'utilise. Donc c'est un personnage qui peut potentiellement regagner en un round plus 2 dés, soit deux phases de corps à corps, sur un 6, on va dire sur une chance sur deux de faire un double tour, de faire un double, un des 3 points de vie, et sur son propre sort, un des 3 points de vie. C'est beaucoup hein, pour un simple petit personnage. Euh, Quand tu vois le double, tu vas être très content de voir la foudre tomber. Tu te retrouves avec un personnage qui, maintenant, grâce à l'empirique comment il s'appelle, de sa reine, il se retrouve en -2 dégâts 3. Il faut aller les chercher quand même avec ses 3 attaques. Il n'est pas fait pour combattre. Voilà, il n'est pas fait pour combattre. On aime tous, on a tous rêvé de son Chagot qui traverse la table et qui fonce. Il a 10 points de vie, c'est pas un Mokrocha. Voilà, on nous a volé Kragnos, voilà, Ah non, ouais, ça c'est dit. malheureusement, voilà, On Kotek nous a n'est plus volé là. Kragnos. Il n'y a plus Kragnos, Kotek il a maintenant, compris. donc... On nous a volé Kragnos, il aurait dû être dans notre armée, voilà, bref. Ah bon. Et, et, on se retrouve avec un personnage qui n'est pas fait du tout pour aller au corps à corps. Tous ceux qui l'ont fait, ils ont échoué. Parce que 10 points de vie, sauvegarde à 4, bah, tu peux frapper, tu peux faire ce que tu veux, puis il ne frappe pas assez Ouais, fort. surtout, il a pas beaucoup d'attaques sur son profil, mine de Non, rien, il n'a quand on pas commence à le beaucoup. lire. C'est- Et, et puis, il ne représente pas son fluff. Mais il faut le voir, moi, c'est un super. Il est au fond de la table. Parce que c'est une armée un peu comme Nurgle. C'est une armée qui joue toute la bataille. Au tour 5, tu vas jouer et prendre des points. Donc, c'est une armée qui dure très très longtemps. Et lui, sur la deuxième phase de bataille, on va dire le tour 3, bah, il est dans le match. Parce qu'il va se retrouver avec son -3. Il fait -3 dégâts 3. Je rappelle qu'à partir du tour 3, toute l'armée Ombet, si la pierre est encore sur la table, c'est plus -1, mais c'est -2 empirique qui apparaît. Donc tu te retrouves avec tout le monde qui cogne. Ça va être très très important d'en parler sur les hommes bêtes, hein, parce que d'un coup, tu te retrouves avec une armée au tour 3 extrêmement dangereuse. Alors il faut toujours qu'elle soit sur la table, mais maintenant, elle va être sur toute la table. 170 points de vie sur toute la table, on se retrouve quand même avec une armée qui a la capacité d'être active sur tous les objectifs. Ça, c'est assez important parce qu'elle est vraiment faible. Donc, pour revenir sur le Chagot, il a une capacité spéciale qui lui permet de bouger de 1 des 6. Là, on va encore entamer des tactiques, des techniques très compliquées. C'est en début de phase. Au même titre que, comment on appelle ça, faire les points d'invoque. D'accord. Et on est libre, comme c'est un début de phase, de choisir lequel on va faire en premier. Les invoques début de phase, le déplacement début de phase. Donc on utilise souvent les deux pour pouvoir faire des choses. Des fois, moi je le mets tout le temps autour de la pierre, mais peut-être le tour d'avant, je me suis éloigné de la pierre, j'essaie de me mettre toujours à 4, tu vois, pour pouvoir. Et Ouais. grâce à ce mouvement gratos, je reviens vers la pierre. Des fois, quand je prends des risques en cours de bataille, j'ai besoin de me déplacer, je suis peut-être à 5 pas de la pierre, il faut toujours être à 3. Je me rapproche. Moi, je ne m'embête pas. Et je pense que presque tous les joueurs Son of Behemoth, Son of Behemoth, pardon, tous les joueurs Bok, on fait tous la même, c'est que c'est notre Chagot limite, et lui il se fout des scalpels, tu vois, il se charcute. Les points d'invoque, c'est sur lui. Il s'enlève un des 3 points de vie. Parce que je sais qu'à la fin de la phase, il va regagner sur 2 plus un point de vie. C'est très rare qu'il se retrouve que les points d'invoque qui s'enlèvent, il meurt. Vraiment, je ne m'embête pas. Il s'enlève tout le temps les points de vie sur lui-même. Il se scarifie. Il a 10 points de vie.
Au pire, il s'en enlève 3, il se retrouve à 7. Je sais qu'après, jette un dé sur 2 plus, il regagne 1. Donc souvent, il revient à 8. C'est très compliqué de me péter à la BM en fond de table avec 8 points de vie, tu vois. Donc voilà. Sur les magiciens, j'espère que je n'ai pas été trop long parce que c'est assez important parce que ça se joue beaucoup. C'est vraiment les placements. C'est une armée de magie, hein, les hommes bêtes, il ne faut Ouais, pas bien sûr, l'oublier. mais en vrai, c'est le cœur de l'armée. C'est pour le coup, les hommes bêtes, de mémoire, c'est un truc qu'on ne retrouve que chez eux. C'est que tes héros, c'est que des héros à pied et ce qu'on considère comme des sorciers en sauvegarde pyjama. C'est-à-dire que les premières choses qui frappent dessus, généralement, ça les tue parce qu'ils ont soit 5 PV, ça va 5 plus pour la plupart, et qu'il y a éventuellement le Shaggoth, comme tu as dit, qui est un peu plus résistant, mais ça reste un sorcier. Et que même s'il y a une capacité de soin, bah 10 PV, tu peux les coucher. Donc voilà, c'est-à-dire que tout tourne, enfin pas tout, mais la majorité de tes synergies et de la manière dont tu génères tes points d'invocation tournent autour d'eux. Et il faut faire très attention parce qu'ils sont très fragiles et que t'as pas une carte de joker comme certaines armées ont, qui peuvent se dire bah tiens, là je vais mettre un héros qui chevauche un griffon ou un squeak, comme ça lui aura 14 PV, il tape fort, il va vite, c'est rigolo. En homme bête, ton plus gros héros c'est le Shaggoth quoi. Ah oui, après, c'est vrai que là, comment on joue les hommes bêtes, le mec, il est face à une armée d'hommes bêtes, il ne sait pas qu'est-ce qu'il faut cibler. Ouais, Parce que c'est une armée de spam, on va pas se mentir, tu ne peux pas. J'ai pas la capacité d'avoir un truc à 500 points qui fait très mal. Parce que ce n'est pas résistant. La meilleure save, c'est du 4, ça va être les dragons ogres. Et ils frappent sans trop être frappés. Et après, on passe chez tout le reste des autres unités, c'est du 5 plus. Donc, finalité, ça tombe extrêmement vite. Une unité Minotaur qui peut. J'ai vu dernièrement, j'ai vu God King tomber tour 2. Hein. Voilà. Mais le problème comment il s'appelle, des Minotaurs, c'est que c'est du beurre. D'accord. hmm, Ça frappe avec bien le sûr. sabre d'Arvador, mais derrière, tu vois, c'est un tout petit truc, tu vois, ça se fait défoncer. Donc on se retrouve avec une armée où tu peux pas faire de, de Dead Star. Tu peux pas le faire. Tu peux pas te le Ah, je suis permettre parce que d'accord. le Ouais. mec, dès le départ, il va savoir quoi cibler. Il est très rare qu'en cours de bataille, il vise mes chamans. Et ça serait limite une erreur. Parce que cette armée, elle est faite pour fonctionner toute seule. Alors oui, il y a pas mal de synergie. Je place mes deux chamans tout à l'opposé pour donner le plus 3 en move. Dans un Hmm. rayon de 12, il donne plus 3 en move. Aux unités ayant le mot-clé, on va dire tous les gores, d'accord, tous les gores, les sangors, les chars, ils ont plus 3 en move. Donc je les sépare. Mais tu te retrouves, c'est très rare que le mec il a le temps de cibler comment il s'appelle, les chamans, parce que l'armée a tellement une force de projection, on va en parler de la force de projection, qu'il a toujours quelque chose qui le menace. Et ça, c'est très important. Si tu joues en bête, il faut menacer tout le temps. Si tu il faut être capable d'attaquer partout et de pouvoir te réactualiser et de pouvoir rejouer. Donc là, je pense que je t'ai expliqué tous les héros. Je t'ai parlé du Ouais, Shaggoth, c'est bon. voilà, ainsi de suite. Je vais parler des chars. Alors le char, au départ, ça paraît tout much. C'est tout mauvais un char. Ça vaut 65 points, ça a 6 points de vie, ça a une sauvegarde à 4, ça a un mouvement de 10, ça relance son jet de charge. Sauf que l'avantage du char, la grosse faiblesse des hommes bêtes, c'est la bravoure. Souvent, c'est une bravoure de 5. Et j'ai aucun bonus, j'ai très très peu de bonus à la bravoure. Avant, on avait la chance d'avoir le roi. Là, je me retrouve avec une armée qui a une très très faible, et a une grosse faiblesse de bravoure. Et cette faiblesse fait que dès que je perds des PV, ça saute. Hein. Ça saute Hmm. très très vite. C'est sur toute la table, tu prends des PV de partout. Donc le PC pour avoir qu'on appelle ça ton immune bravoure, tu choisis bien et tu n'as pas envie de l'utiliser pour protéger des chiens ou des gores ou qu'on appelle ça, des unités que tu as utilisées en écran. Okay. L'avantage du chat, c'est que il est pas très cher. On n'est pas loin de 10 points de vie, 10 points le point de vie. Et souvent, tu as des projectiles qui font un des 3 BM. Sur des chiens, tu fais ton test de bravoure à 5 derrière, tu as des trucs qui fuient tout le temps. Et j'ai vu plein d'unités de chiens sauter. Tu te retrouves avec un truc, ça quand même, ça sauvegarde à 4. Le fait que même avec un point de vie, quand il en perd 5, on connaît plein voilà, des projectiles magiques ou des attaques, il m'arrive souvent, très très souvent, d'avoir le char qui reste. Il reste. Alors attention, j'ai des joueurs doublette. Et il me permet, je les mets en réserve. T1, souvent, je peux placer 2 unités dans ta zone de déploiement, c'est confort.
Ils ont une grosse zone d'occupation de table, parce qu'avec un char combiné au rayon de 3 pouces, j'ai une occupation de table, je gêne les mouvements, ça me permet de me mettre en position défensive, faire chier l'adversaire. D'accord? C'est une unité bien chiante. Ouais, D'accord? C'est une... ça coûte rien, hein, donc tu peux en faire ce que tu veux, tu peux harceler, y a pas de problème, tu perds un char, c'est pas la catastrophe. Si demain ton adversaire il est bloqué, ça c'est moi ça. Si demain ton adversaire il est bloqué à cause d'un char et que tu bloques 300 points pour 65 points, même si tu meurs, c'est toi qui as gagné le trade en fait sur les Ah ressources. ouais. Et donc déjà, tu vois, tu te retrouves avec une unité d'écran qui fait son job. Fait son job, elle occupe sa zone. Le problème des chiens, pour les avoir testés, je les mets en compétition avec des chiens. 80 points. Donc déjà, je me retrouve pour mettre 2 unités d'écran, je suis obligé de sortir 160 points. Là, je me retrouve à 130 points, parce que chaque point, voilà, on crée sa liste, on a besoin de chaque point. Je me retrouve avec 2 unités facilement invocables et à mettre dans la zone de déploiement, parce qu'elles ne sont pas très gros. Euh, c'est un outil, c'est un très bon outil. La relance à la charge me permet de fixer des unités pour quand j'ai peur d'un tir de contre-charge, je viens de fixer. Tu vois, on invoque, la relance, c'est une chance sur 6, c'est une chance sur 6 relançable, je le prends, tu vois. Donc on se retrouve avec une unité qui fait son petit déluge d'attaque. Elle est très très bien face à des unités gardiens de but, des hardboys qui tiennent 5 hardboys qui tiennent un objectif. S'ils se prennent un char, ils vont avoir des PV. Ils vont avoir leur PV parce que il faut pas oublier, maintenant on a -1 combiné. Ouais, et là, il y a plein de règles. Et le +1 contre je crois, tu as un +1 quand ils sont 10, tu as relance les 1 quand c'est l'ordre. Bon, là, bon. Voilà, et c'est un panel de règles. Ça fait son job. OK. Les Tsangor. Là, on entame le sujet des Tsangor. C'est un gros, gros sujet. C'est une unité avec plein de règles. Plein, plein de règles. Alors, j'ai pas parlé, mais cette armée, c'est une armée de tir. Tir à 36 pouces? C'est une armée de tir. C'est assez surprenant. Donc, j'ai joué 10 unités de Tsangor. Le Tsangor, c'est 2 points de vie. 5 plus, 6 plus, un vul grâce au bouclier. La 6 plus un vul, on va la prendre. Elle est toujours là. On se retrouve, la chance d'avoir 2 points de vie fait que quand je vais perdre 6 points de vie, je me retrouve avec qu'un -3 pour mon test de bravoure. Je rappelle la nouvelle règle de Pierre. Avant, on avait l'immune bravoure, qui était très très bien. Moi, je jouais beaucoup avec cette immune bravoure. Je faisais une bulle assez particulière à 5,5 au début. Et j'ai la bataille, là, lors des tournois, les 2 joueurs qui m'ont foncé dessus, ils n'ont pas compris ce qui leur tombait dessus, parce qu'ils n'avaient pas calculé la riposte totale qu'il y avait. Parce que, D'accord? Et ça, c'était avant. C'est le parce cas de que le dire. au tour d'après, en fait, la bulle avance et du coup, t'es dedans. Non, mais c'est Ouais. surtout que, voilà, unité de Sangor, tu as 4 armes à 2 mains pour 10 figurines. Ça a au début, ça paraît nul. Ça a une attaque en 4+, -1, dégâts 2. OK. Quand ils sont à 12 pas du général, ils ont +1 pour blesser. Maintenant, j'ai -1 empirique. Donc, je passe à -2, dégâts 2. Alors, il y a plein de gens qui aimeraient avoir ça. Je me retrouve à avoir 2 attaques quand je suis 9 ou plus. Et j'ai une deuxième ligne d'attaque en 4+5+, qui est grâce à la présence du chaman en 4+4+, -1, dégâts 1. La figurine, elle a 4 attaques. On se retrouve avec les mecs à armes additionnelles. Alors, les mutants, je les joue pas. Parce que là, on l'entame vraiment. Il y a une possibilité d'avoir encore d'autres mecs avec des attaques en plus. Mais là, à un moment donné, là, je suis arrivé à mon seuil. Je suis arrivé à mon seuil de règles. Et donc, je ne mets pas les mutants. Je vous laisse voir les mutants, mais tu arrives à trop de règles. Et Puis surtout qu'ils sont moins fiables, en fait, les mutants, dans leurs caractéristiques de dégâts, alors que moi, je là, perds le avec 6 l'arme à deux plus 1 mains, vul. ouais, Je suis voilà, content d'avoir la 6 plus 1 vul. c'est clair. Voilà. Mais je connais des joueurs, je connais un joueur dans le sud qui les joue et il les place bien. Il Ah joue bah bien et c'est ouais, vrai que quand tu te prends en Zench, j'ai pris quelques trucs là, avec les Tsangor, des trucs sympas, surtout avec la fiabilisateur. Là. Voilà. Donc, pour revenir sur. On se retrouve avec 2 attaques de mémoire. Attends, il y a tellement d'attaques, des fois, je m'en perds. Hein, je vous reprends. Ah oui, le mec dessus, il a 2 attaques. Le gars avec le bouclier, pareil, en 4+, 4+, dégâts 1. Donc on se retrouve grâce à la présence en 4+, 3+, -1, dégâts 1. Dessous, il a encore 2 attaques en 4+, 5+, 4+, 4+, -1, dégâts 1. Il y a 6 figurines qui ont 5 attaques. 6 x 5, 30, c'est bon. plus 4, jusqu'à là je suis bon, plus
T'as intérêt à te taire. Sur plus 4 fois, 4 fois 4. 4 fois 4, l'ingénieur. Je sais pas, c'est ça qui compte. Donc on se retrouve à avoir un 4 fois 4, 16. C'est bon, c'est bon? Ouais, nickel. 16 plus les 30, je suis à 46 attaques, plus le champion, je suis à 47 attaques, avec du moins 2 et du moins 1. Je ne sais pas si tu vois là. Et ça, ils ne l'avaient pas vu venir. Ils n'avaient pas vu venir ça. Sachant qu'à ma phase de magie, je prenais une unité, je lui balançais relance pour blesser, j'ai mouvement 6, pardon, oui, j'ai mouvement 6, plus 3 grâce à la présence du chaman, j'ai course et charge, mon PC, je vais le faire en 6, j'ai une unité, je projette à 15, et elle t'envoie 46 attaques, en statue avec du Ren, qui relance pour blesser. Et là, on ne le voit pas venir, ça. Mais en fait, c'est énorme. Parce que C'est énorme. euh, C'est énorme. en V2, on trouvait ça, enfin en V2 c'était normal, tout le monde saturait. En V3, on a arrêté de faire ça pour différentes raisons, parce que les listes ont changé, que les règles sont plus les mêmes, et surtout que les coûts en points des unités qui saturent ont augmenté, sauf chez les zombettes. Et là, les zombettes, tu lis le War Scroll et tu comprends immédiatement qu'il est en train de te saturer la tête en Raid-2 et dégâts 2. Et c'est pas pareil de rater une save Raid-1 dégâts 1 que une save Raid-2 dégâts 2. Et que là, du coup, la punition, elle est immédiate Et, sur une unité, n'importe laquelle en fait. mais en plus, on se retrouve à avoir, on n'a pas besoin de beaucoup d'unités. Il faut, donc, et c'est sûr qu'il faut 9 figurines. On a la chance, c'est que le chaman Sangor, il a un sort assez atypique. Il fait un D3 BM, et chaque figurine qui tue, donc là, tu t'embêtes pas, et souvent, le mec, il ne voit pas venir. Avant la bataille, je lui explique, parce qu'il y a trop de règles. Le chaman, tu lui expliques, tu dis, le Sangor, quand il tue une figurine, la figurine, elle va se transformer en Sangor. Donc ça me permet, je balance mon sort sur un truc de merde, un écran, et il y a tellement de sorts, les sorts sont tellement balèzes, que le mec, il va laisser passer quelque chose. Le sort pour relancer, pour blesser. Moins un empirique. Parce que oui, celle-là, je peux te l'envoyer moins 3. Parce que si le Tsangor, il lance son sort, elle se retrouve à moins 3. Le sort qui va faire que ton big boss, il va se retrouver avec mouvement divisé par 2 et ta charge divisée par 2. Celui-là, tu vas vouloir le dissiper. Tu te retrouves avec le mouvement qui te permet de déplacer. Alors moi, j'utilise beaucoup le mouvement. Le fait de, pour choper une unité, de la rapprocher. Avant, je le faisais, parce que ce que je faisais, je rapprochais l'unité de la pierre de harme. Lors de la bataille, les deux dernières, je l'ai passé 2 fois. J'ai chopé une unité, j'ai sorti une unité de gobelin, je l'ai mis dans l'aura pour qu'il avait moins 1. Je jouais comme ça. J'avais chopé la finale contre le joueur, super joueur, il jouait super bien, il jouait Krulboy avant la réforme, hein, avant les facs. Et, euh, et j'ai chopé son personnage et je l'ai foutu dans l'aura. D'accord. Et ça m'a permis d'envoyer la bread. Et voilà. Mais je pense que voilà, on referait la bataille, mais il aurait analysé tout ça, on ferait peut-être une autre bataille. Tu Ouais, il fait attention. vois. Maintenant, t'as plus besoin de toute manière de faire ça avec les bulles, donc en effet, tu peux t'autoriser Mais non, à je faire en pense. sorte que, bah, t'as pas besoin. La bulle, c'est la table maintenant, c'est la pierre d'air qui C'est fait la table. l'effet. Donc tu peux directement rapprocher l'adversaire, et c'est comme si t'avais un bonus de 2d6 à la charge, en gros. Et bah, Ouais. c'est un super bonus, c'est comme si voilà, c'est ta charge, tu l'as fait quasiment. Bon, c'est bon, là, je fais des estimations statistiques qui sont pas tout à fait rigoureuses, mais en gros, bah, 2d6 plus 2d6, tu fais une charge qui est quasiment 4d6, et bah, d'un coup, ça veut dire que tu es capable, avec la projection de base qu'ont déjà les zombettes, d'attraper n'importe quoi pour le peu qu'il soit à portée du sort. Et dernier petit effet qui se coule du Tsangor, et pourquoi il y en a 5, c'est que chaque sorcier ennemi à 9 pouces, d'accord, il faut le mot-clé sorcier, me génère à ma phase de héros. Et de mémoire, je crois que en plus, c'est en début de phase. C'est assez atypique en début de phase parce que ça te permet de les faire avant qu'ils soignent. Je le sais parce que voilà. Donc, c'est pas mal. Oui, je vais loin. Je vais très loin dans ma façon de parler là, parce que là, je suis peut-être allé un peu loin dans le truc, mais ça te permet de cibler, tu vois, quand il y a un héros qui a très peu de points de vie. Et ça me permet d'envoyer des BM sur un 4+, à ma phase de héros. Tu as bien vu, je dispose de 4 chamans. Ouais. Donc, je les place et chaque fois, j'ai un déluge de BM. Alors, si je suis bien groupé, ça c'est de la théorie pure, je peux faire 5 fois, je peux faire 20 BM sur 4 bus, mais ça c'est de la théorie. Et tu as toujours des héros adverses, tu vois. Ouais. Voilà. Et surtout les mecs qui mettent des totems, les objets magiques pour transformer le héros, il m'est arrivé des fois de prendre 20 dés sur 4 plus, faire des BM.
Ça te permet, ça c'est assez surprenant. Ça c'est assez surprenant parce que c'est, comme je disais, c'est une armée qui a quand même du tir. Et ce tir-là est très surprenant parce qu'il te permet de grappiller des points de vie à 18 pas en plus. C'est loin, hein, c'est un bon tir, Hmm. des BM. Tu fais toujours des BM. Donc ça, c'est un petit effet qui se coule supplémentaire du Tsangor qui n'est pas négligeable. Et qu'est-ce que je voulais rajouter le Tsangor, grosse projection, déluge d'attaque. Alors, je pourrais dire, cette armée, elle a une faiblesse. Mais on va pas la voir beaucoup parce que c'est très compliqué. Ça va être les armées un peu à la, bah tiens, à l'ancien Croac, avec des auras qui balancent plein de BM dans une zone. Parce que finalité, tu vas tout me cibler. Et comme il y a beaucoup, c'est l'inconvénient du spam, et finalité, si tu me baisses toutes les unités à moins de 9, à moins de 9 figurines, tu m'enlèves mes 4 PV, je vais quand même perdre le déluge d'attaque. D'accord. Ça c'est important. Derrière, on a les deux nouveaux champions, les Gorgons. Ah, les Alors, Gorgons, c'est les stars du supplément, ça. les Gorgons, les Gorgons étaient joués par pas mal d'armées, parce qu'ils valaient pas cher déjà. Ouais. D'accord. C'est un monstre qui était très très fort. Il était utilisé dans des armées Dragon Ogre. D'accord. Tu as des mecs qui sortent 24 Dragon Ogre. Il y a des armées, des Américains, attention, il y a des mecs qui sortent des listes en homme bête, elles sont assez surprenantes, hein. J'ai vu des mecs avec 24 chars, hein. Ouais, au Las Vegas Ouais. Open, il y avait quoi? Il avait 18 ou 21 Dragon Ogre, et puis derrière, c'est des cocatrices. Enfin, c'est des listes. Et c'était avant le White Dwarf, hein. Donc c'est Ouais. que déjà, il y avait un potentiel. Parce que de mémoire, ce joueur-là, il a fait 4-1 ou 5-0 à son tournoi Las Vegas Open, qui est un grand tournoi aux États-Unis où il y a plein de joueurs. Et donc, du coup, bah maintenant, je pense que sa liste, elle doit être radicale. Le Dragon Ogre, il y a un gros sujet. Mais attention, il y a une unité. Elle est très chère à l'achat. Et alors moi, je ne me suis pas lancé dessus parce que c'est pour moi, c'est le top. Voilà, mais elle vaut trop cher. C'est les Tsangor, alors excusez-moi du nom, Enlightened. Oui, c'est encore sur disque, en fait. Non, ceux à pied. Et Carrément. Ah, eux, sur à pied, carrément. ah ouais, 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 ouais. Alors il faut savoir que toutes les listes, pour moi, c'est la plus balèze du jeu, mais le problème, c'est que pour l'acheter, elle vaut très très cher. Alors on peut jouer en Kuntas, mais moi, je ne validerai pas le mec qui me joue ça. Pourquoi? Et ça, ouais, mais là, je validerai. Moi, le premier, hein. Mais c'est Je quoi la valide, différence esthétique, concrètement, en fait? c'est ceux qui sont à pied. Maintenant, Par je te rapport à des parle. Sangor normaux, c'est quoi la différence? Ils sont plus gros. Je sais pas. Ils sont en socle plus gros. Ils sont en socle plus gros. Alors maintenant, je te donne juste cette unité. Elle vaut 95 points. Tu as 9 points de vie. Il frappe 3 attaques par figurine à 2 pouces. D'accord. 4 plus, 3 plus, moins 2 dégâts 2 par figurine. Ça fait 10 attaques. Et surtout, ils ont des règles spéciales. Voilà, c'est parti. Euh, si elle frappe une unité qui a déjà combattu, elle relance les jets pour toucher et pour blesser. Cette unité, j'ai vu des mecs, là en ce moment, je te le dis, il y a des mecs qui sont en train de sortir des 20 unités. Et c'est pas cher, hein. Voilà, cette unité, elle est derrière des nuées d'écran et elle frappe très très fort. Elle est combinée avec plein de règles et tu as une unité, elle marche toute seule. Elle marche toute seule. Elle marche, elle est. C'est- T'es pas loin de 10 points de vie la figurine, mais elle frappe, elle tabasse, hein. Quand tu vas te retrouver avec du 4 plus relançable, 3 plus relançable, moins 2 dégâts 2, 10 attaques, je sais pas si tu vois en stats, voilà, on parle de stats purs, on se retrouve avec. Et c'est pas cher, quoi. Et Non, ça ça, vaut rien. ça vaut rien, 95 points. euh, Ça, c'est une unité qui. Elle a un problème de projection, mais j'ai vu voilà, des mecs qui s'en jouent plein de petites unités comme ça, écartées. Et il s'en fout. Du moment qu'il reste deux figues, il relance tout. Il frappe, il a du rein, il fait des dégâts. C'est du full auto, quoi. De toute manière, tu peux rallier sur 4+, toutes ce genre d'unités, donc c'est très très compliqué de s'en sortir. En V3, il y a de plus en plus de listes qui émergent, qui cherchent en fait à s'immiscer dans la brèche d'un point faible contre toutes les listes de la V3 en ce moment, c'est d'avoir du mal à gérer euh, le fait de jouer plein de petites unités, donc le MSU, parce que les listes compétitives ont tendance à pencher vers des grosses figurines qui valent cher plutôt que plein de petites unités. Et donc du coup, il y a plein d'armées qui ont du mal à les gérer. Et alors, autant quand c'est un joueur de l'Hades qui joue plein de loups. Bon, les loups c'est fatigant, mais tu peux les gratter et puis ça te fait pas mal. Mais quand les unités que tu as à gérer ont la capacité de te table rase si tu les ignores, tout de suite la prise de décision c'est pas du tout la même.
Et je pense Non, mais aujourd'hui, t'as raison. ouais, c'est vraiment la force qu'ont avoir les hommes bêtes aujourd'hui, c'est d'être en capacité avec des unités qui valent rien, qui valent 100, 120, moins de 200 points, voire même parfois moins de 150, d'arriver au point de rupture de sauvegarde d'unités qui vont valoir quasiment le double. Non, t'as totalement raison. Belle analyse, monsieur l'arbitre international. On voit que vous jouez Skaven, hein, vous avez le cerveau qui fuse. Ah non, attends, moi j'ai tout lu. Attends, déjà, Hombet, à la sortie de la V2, moi j'avais adoré lire le Battle Tome parce que les Hombet, tu sais pas toi qui vas me contredire, mais c'est une des seules factions, enfin, pas une des seules, mais il y en a très peu comme ça, qui a son propre environnement en fait. C'est-à-dire que tu peux passer ta vie entière en tant que joueur d'AOS à juste analyser ça. Non, t'as raison. En vrai, je prends tellement de temps à les jouer, à les analyser que voilà, c'est assez complexe. Mais, euh, mais pour revenir, ouais, on était sur les Tsangor. Donc, les Tsangor, grosse projection, beaucoup de BM. La faiblesse, ça serait des armées qui te bombardent dans une zone, mais malheureusement, c'est pas la méta actuelle. Les armées de tir, non, même pas, parce que l'armée de tir, elle va. Là, exemple, je joue contre une armée de tir, je réfléchis même pas. Je mets tout le monde tout droit, je fais une course à Ah, pied, je t'as mets pas le tout choix, droit. hein. Je toute la table et je fonce tout droit. Voilà, là, finalité. Je vais y arriver. Le Gorgon, alors en compétition avec le géant. Je vois beaucoup parler du géant, mais le géant, il vaut 180 Ouais, points. le Gorgon est moins cher, hein. Il a 12 points de vie. Donc il coûte plus cher, 2 points de vie de moins. Mais surtout, son profil est très dégressif. Et rapidement, dès qu'on enlève ces zombies bêtes, c'est 3, c'est assez rapide. Vous allez voir, il faut vite faire des petits points de vie par-ci, par-là. Dès qu'on enlève 3 points de vie, le géant, déjà, son attaque, il a réduit. Et moi, je pense qu'en homme bête, il faut être capable de jouer sans bonus. Ouais. Pourquoi? Parce que tes chamans ils vont mourir, tes trucs vont mourir. Il faut que le profil il fonctionne tout seul. Et vouloir lancer le sort sur les capacités spéciales sur le géant, placer tel sort, ça Non, fait trop mais d'alignement ouais. de planètes et ça marche pas. Je suis d'accord avec toi, le géant, il y a trop de problèmes. Déjà, il vaut cher. Il a des mots-clés qui sont différents. Et surtout, le géant, comme tous les géants qui ne sont pas des géants sobres, ils sont pas sobres, ils sont bourrés. Et ça, non, mais c'est vraiment une aptitude qu'ils ont dans leur War Scroll, c'est-à-dire que quand ils font un double à la charge, ils tombent par terre, ils chargent pas. Et en Umbet, tu peux pas te permettre ce genre d'écart, c'est Ah pas non, tu peux possible. pas te permettre. Alors donc, autant prendre le Gorgon qui fait pareil en moins cher, et qui en plus, lui, est un monstre qui charge tout le temps, qui a son buff, pas dans son War Scroll, mais dans son tableau d'action monstrueuse, donc bah, il gère quoi. Il gère Non, tout non, seul. le Gorgon, qu'on n'oublie pas, parce qu'il y a une règle, d'homme bête qu'on oublie constamment, c'est il regagne, quand on détruit une unité, on regagne des points de vie. Alors, je ne vais pas te mentir, ça, c'est vraiment, il y a tellement de règles que tu peux l'oublier. C'est un peu comme les Minotaures, mais le Gorgon, il regagne des points de vie. Il a un profil, quand il est full, hein, d'accord, on est sur Gur, on en profite. Quand je parle par là, je veux dire que dès que tu as un héros qui est placé, tu vas profiter de le faire popper à profil plat. Il a 5 attaques, on est sur du 3+3+. C'est assez intéressant. Il a en -2 dégâts 3. -2 grâce à la pierre, bien sûr. On se retrouve avec un monstre qui, quand même, qui va faire son dégât. Pour 155 points, je parle, hein. Attention, je sais qu'il y a des monstres bien plus balèzes, mais pour 155 points, on se retrouve, de mémoire, la Mokrocha, elle est à. Je prends la Elle Mokrocha, a, elle est elle a plus de 400 points. à Alors 400 là, points. en fait, Je mets, je confonds je beaucoup peux le la coût mettre de la limite. Mokrocha et de Gordrak, mais c'est 480 de Mokrocha, je crois. Voilà, je suis pas loin de 3 gorgons. D'accord? Je me retrouve avec 2 monstres. Et on va en parler des monstres. Alors oui, je vais donner des points. Alors moi, je suis pas trop à mettre des monstres parce que je donne des points, mais tu vas courir après les monstres pour cette armée. Il a un trait unique qui est apparu, qui est une seule fois hors bataille. Lors de mon rampage, je vais utiliser pour ce gorgon une capacité qui va me donner un -1 supplémentaire. D'accord? Et en plus, je vais regagner des points de vie. C'est anecdotique, mais quand ton gorgon il va arriver avec déjà peut-être perdu 9 points de vie, tu vas utiliser ton PC pour le faire passer full profil, il va défoncer quelque chose, et l'écran, et il va repartir et remonter ses PV pour redevenir jouable. Tu te retrouves quand même, à un moment donné, dans la bataille, tu peux le refaire popper. Le Gorgon, il tombe. Il tombe tout le temps. Le Gorgon, on gagnait des BM à la charge. Alors, je joue aussi une armée full Minotaur. J'aime bien les full Minotaur, que j'utilise un peu comme c'est une armée de Gore. Et il ne faut pas oublier, il fait des BM à la charge. Il fait sur 4+, 1, 2, 3 BM. Mm. Il frappe fort. Il a une règle spéciale qui n'est pas négligeable. C'est qu'il peut bouffer une figurine sur un égal ou supérieur. Alors, égal, tu l'oublies jamais, hein. Ça veut dire que le héros, bien chiant, tanky, qui a 6 points de vie, Sur un 6, il tombe raide, quoi.
Alors, si, c'est mort. Le fameux qu'on appelle ça, les gros, le- les poneys les poneys d'Iron Joe. Les Gorgontas, Joris, ouais, les poneys, ouais. Joris, si tu m'entends. Les Gorgontas, donc ouais, les petits Les poneys, poneys, là. des bons gros Hein. poneys quand même. Hein. Sur 5 t'en bouffes un, quoi. Mm. Boum. Sur le 5 tu l'attends. Alors, les ogres, n'en parlons pas. Sur 4 tu bouffes un ogre. Dernièrement, j'ai bouffé un ventre dur sur 4 ça enlève 4 PV d'un coup. On se retrouve sur un 6, il fait un D3 BM, en plus de ses attaques. Donc, c'est les petits. Avant, ils ricochaient. Tu ricochais à cause des saves. Voilà. Là, tu te retrouves quand même avec une capacité à avoir de la, de la save. Pardon, petit truc. Ouais. Tu te retrouves à avoir une capacité à trancher les armées qui ont des grosses saves. OK. Et maintenant, mes préférés. Alors, je gagne souvent mes batailles grâce à mes invoques. Et ça, c'est une armée où il faut être judicieux. J'ai plus de figurines des fois sous la table que sur la table. Donc, les invoques en homme bête, j'ai mis du temps. J'ai mis du temps. Suivant le type de scénario que je vais jouer, je vais choisir un type d'invoque. Il y a une unité dans le jeu. Pour moi, elle est très forte. Elle est vraiment très très forte. Elle était très forte avant, mais je ne la mettais pas en début de bataille. Parce que pour moi, c'est des unités qui fonctionneront plus tard dans la bataille. Donc je profite de mes invoques pour réfléchir sur les unités que je vais utiliser plus tard. Un peu comme le joueur Nurgle qui va prendre son joueur de flûte, là, qui va le faire apparaître pour 7 points, si je ne me trompe pas. Ouais. Il va pas le payer, il va le prendre. Et là, je les ai mis dès le début parce il me restait des points. C'est les Centigores. Les Centigores, bon, j'ai gagné beaucoup de batailles grâce à eux. Je vais pas. Alors là, on parle purement de placement. C'est une unité de placement. Elle a 14 en move, plus 3 grâce au chaman, course et charge, plus 1 à la course, plus 1 au peeling. On se retrouve avec une unité qui a une projection de 17 plus 7. On est à 24 de move. OK, et ça charge après. Et même lors du peeling, j'ai plus 1. Donc j'arrive à choper les objectifs. Voilà, c'est assez atypique, tu vois. Ça me permet de prendre des objets. On va parler un peu de son profil, surtout quand il arrivera à tour 3. Donc, c'est une unité que je place. Je la laisse dans un coin, au fond de ma table, et là, j'ai un missile. Fou. Souvent, je l'invoque. Dès que j'ai mes 4 points, vos 4 points. Maintenant, je vais l'invoquer plus facilement grâce au Rampage. Car maintenant, je peux avoir sur un 2, un point d'invoque supplémentaire. Et sur un 6, 3 points. Alors là, tu l'attends. Donc, c'est vrai que tu vas beaucoup courir après tes invoques. Tu vas beaucoup courir après ces points d'invoque. Si tu es bon avec tes monstres, tu peux quand même en prendre 2 par tour. En plus de ton point d'invoque automatique, 3, plus un des 3. Donc tu pourrais arriver potentiellement sur un tour, un bon tour généreux, et je ne parle pas de 6, et tu peux piocher, tu peux réussir à avoir 6 points. Souvent, grâce à ça, maintenant, j'en prends 5. Je vous dis 5, c'est balèze, parce que quand j'en ai 10, je suis à mon max. Et tu invoques une chimère. Ouais. Et là, on rigole pas, parce que la chimère, elle arrive, elle charge. Elle a plus 2 à la charge, elle fait 1 des 6 BM. Elle te règle un problème, la chimère. C'est le cas de le dire. La chimère, elle te règle un problème. Donc, tu peux, en réfléchissant bien, T2, pardon, les points d'invoque, c'est en début. À la phase de mouvement T2, tu as une chimère. C'est 220 points gratos. Hein. Ça fait peur, la chimère aussi, surtout. Hein. C'est... La chimère, je vous annonce, en invoque. La chimère, je la mets pas, je la mets jamais de table. C'est très compliqué. Alors, je la mets quand je veux jouer cool. C'est terrible ce que je vais dire, mais je la mets quand je veux jouer cool parce que la chimère, elle est très lente. Elle a 12 points de vie. Elle est dégressive très rapidement. Mais si tu l'invoques maintenant, avant, elle était très dure parce qu'on l'invoquait un peu comme certaines armées très tardivement. Et elle ne te permettait pas d'avoir assez d'impact pour avoir le point. Là, tu peux chercher ta chimère T2. Et là, attention, la chimère, elle arrive, tu la places à 9, tu la places, elle a plus 2 à la charge, elle a un nouveau rampage. Ah oui, elle fait un DCBM gratos. Ouais. Et en plus, elle a un rampage, elle rajoute plus une attaque. Alors, tu as vite fait d'inventer des attaques parce que le mec, il est perdu là. Elle a 4 lignes d'attaque avec des profils différents. De mémoire, tu as 9. Il y a tellement de trucs. Tu lui Non, envoies 15 il y a 4 profils d'attaque, et donc en vrai, en fait, t'as plus un quand tu charges et plus un avec le rampage, donc en fait, t'as plus 2, t'as plus 8 attaques.
Et bah, ça fait très mal la chimère, ouais. Tu as 15 attaques. Plus 4, tu peux t'arriver à un 19 attaques. Alors, le sort qui te permet d'avoir des bonus d'attaque, toi, ça passe pas. D'accord. Il y a un sort qui te permet, il est sympathique en Ah, mais c'est théorie. trop dur, c'est trop lent. C'est trop lent, en fait. En théorie, ça passe. Si on fait de la théorie et wargame, ouais, ça, c'est cool. Mais le problème, c'est qu'en pratique, ça passe pas. Alors moi, je crois beaucoup à la pratique. Bah La oui, non, mais c'est théorie, clair. voilà. En fait, t'es La trop lent. théorie et la C'est pratique. surtout si toi, t'as un chimère, tu l'invoques. C'est-à-dire qu'il faut que tu la sortes et que t'attendes le tour d'après pour faire le sort. Faut être à portée, faut pas être mort. C'est pas possible. Alors, la chimère qui arrive T3, attention, hein, la bataille, ça rigole pas, parce que la chimère, voilà. Mais elle a un problème pour toucher, heureusement. Mais la chimère, voilà, il faut bien séquencer, mais s'il y a des scénarios où il y avait les 3 héros sur la table, bah, tu vas la chercher. Le scénario avec, j'oublie son nom, où Leto. l'objectif arrive au Ouais, c'est milieu, Leto, ouais. les taux, là tu réfléchis pas, les points c'est trop galère à récupérer. Tu l'attends à la fin pour faire la charge finale T3 quand elle va arriver au milieu parce qu'elle va arriver, elle va défoncer. Si t'as pas moyen d'en invoquer deux en attendant le tour 4. Mais Mhm. là, tu viens, voilà, tour 4, vu le nombre de points que coûte les taux, tu as tellement occupé la table, j'y m'est déjà arrivé d'en placer deux, hein, sachez-le. Là, ça rigole moins. Donc, voilà. Le Sangor, le Sangor, le Santigor. Ouais, le Le Santigor, oui. Santigor que tu donnais, tu le rends ivre. Il faut pas oublier. Il y a tellement de règles que tu les oublies. Donc, il boit de l'alcool, de mémoire, à ta face de héros. Ouais. Tu as plus un pour le toucher, il a plus un pour toucher. Quand il charge, il relance pour blesser avec sa lance. 4 plus relançable. On se retrouve, il lui manquait quelque chose. C'était la reine. C'est 4 attaques par figurine. Voilà, tu as une petite unité qui charge, va te récupérer les objectifs fin de table. Moi, j'utilise pour aller chasser des petits personnages, le Warshunter qui casse les pieds. C'est un missile. Elle passe, il y a un trou, elle passe, elle récupère, elle fait sauter le chaman qui est le sorcier elfe qui est sur son décor de faction. Je pourrais en reprendre plein. Hein. Croak, j'allais chercher Croak avec. Voilà, dès qu'il y avait le trou, ça tue sur Croak. Il passe bien. Mais surtout, tu prends les autres jeux. Il y a un trou, poum, tu traverses, tu prends les autres jeux. Je pense que quand tu joues en bête, il faut vraiment bien calculer ses invoques, ses points Ouais. d'invoque. Il faut bien gérer ses points d'invoque. Euh, Invoquer des chiens pour 4 points. Voilà. Si tu veux prendre un objectif, il faut mettre des filles. Attention, chien maintenant, c'est 2 attaques à 4+4+, moins 1. Ouh. Et voilà, j'invoque les chars quand tu as 3 points. Tu as besoin, tu as un super truc qui fait chier, tu invoques une cocatrice, elle passe en 4+, parce que c'est 5, hein, la cocatrice, Ouais. tu peux l'invoquer. Si tu as du cul, tu peux invoquer une cocatrice par tour. Hein. C'est beaucoup, hein. Voilà. En moyenne, tu regagnes 30 points de vie pendant ta bataille. Plus les invoques, plus les hommes bêtes, tu repasses à plus 50. En moyenne, c'est ça, plus 50 points de vie supplémentaires. Tu commences souvent à 170 points de vie. Tu es une armée sur la table, tu gères à 230 points de vie. Ouais, en fait, les zombies, c'est un véritable essaim. Et bah, le truc, c'est que leur table à vocation, ils ont des petites valeurs par rapport à des armées comme Nurgle qui monte à 30 pour le 20e monde. Ton Ombed, tu démarres à 3 ou 4, je crois, et tu t'arrêtes à 10. Bah, du coup, le fait dans le White Dwarf d'avoir ce Rampage qui donne un voire des 3, bah, c'est énorme. Parce que la différence d'un point, des fois, ça peut être ta différence entre ta cocatrice et ton Jabberslide. Donc, ça change, Jabberslide, ouais. il y a des trucs à faire. Hein. Le Ouais, mais Jabberslide, il y a des gros, gros trucs à faire. le tableau est très très versatile. Et c'est très intéressant, en fait, de voir que on s'est même pas concerté avant le début de la vidéo, mais toi, naturellement, après avoir présenté les unités dans la liste, tu as enchaîné directement sur les unités que tu invoques généralement. C'est-à-dire que dans ton plan de jeu, c'est pas un truc que tu fais des fois, de temps en temps, quand ça passe, comme peuvent le faire les joueurs Nurgle ou les joueurs Korn, mais c'est vraiment inclus dans ta stratégie. Tu sais que euh, sur tel scénario, contre telle armée, tour 3, tu vas invoquer des Razorgore pour avoir la rend et taper un truc à beaucoup d'armure, que contre des armées, contre d'autres armées, tu vas invoquer des Santigors parce qu'ils sont au bout de la table, ils pourront pas prendre l'objectif. Et donc vraiment, en fait, t'as ta liste qui est immuable, et de l'autre côté, t'as cette espèce de versatilité et d'amplitude que t'as avec l'invocation. L'avantage des invoques, c'est vraiment c'est très important. Et c'est là où ta gestion
la- euh, il faut bien gérer sa pierre de hard. Après, vient un moment dans la bataille où j'arrête les points. Voilà, quand tu as un moment, tu fais ta lecture de bataille et tu dis putain, là, j'ai besoin du Shagot à tel endroit, tu es obligé de bouger. Des fois, je fais un rip, j'envoie un chaman et je préfère perdre des points de vie sur le chaman, il va mourir parce que lui, s'il commence à se scarifier, en 2 rounds, il est mort, hein. Ouais. Voilà, parce que lui, il a que 5 points de vie, s'il se fait un 3 suivi d'un 2, il est mort. Donc, vient un moment où j'ai besoin de mon Shagot pour aller faire des dégâts, pour passer une tactique. Souvent, je l'utilise quand j'ai besoin de faire prendre un objectif avec un monstre. Tu vois. L'armée d'hommes bêtes a, a gagné, au niveau des tactiques de bataille. Je pense que c'est l'armée qui placera toujours ses 10 points. Tu les placeras tout le temps. 2 unités dans la zone de déploiement, tu passes. Course et charge, tu passes. Reprendre un objectif, tu as tellement de capacités, tu vas tous les jouer. Tu passes. Prendre avec un monstre, tu passes. Ils en ont gagné pas mal, des nouveaux, tu les passeras. Il y en a Et deux puis que tu passeras. elles sont super simples par rapport à des d'autres armées. Il y a des armées, les tactiques de bataille, elles sont super dures. Il y en a en Stormcast, c'est impossible. Faut jouer Ouais. des unités cities. En Homme tu les passes automatiquement, elles sont dans ton plan de jeu. Enfin, c'est super Ouais. comme. Après, vraiment, je pense que c'est une armée. Si tu joues contre quelqu'un qui la joue, la montre, tu la gères. Parce qu'il faut, Ouais. tu peux lui. Voilà, je vais donner les faiblesses de l'armée. La montre. Le mec, il a intérêt à maîtriser son jeu. Parce qu'il va falloir réfléchir. Comme tu es tout le temps obligé de réfléchir, il faut y aller. Boum, boum, boum. Donc, tu peux le cloquer sur tes 3 heures. Parce qu'en plus, je comprends, tu as plein de figurines. S'il prend du temps à jouer, vraiment, il faut être à cheval sur ça. Là, on parle de compétitif, hein, d'accord? Ouais. En mode loisir, il faut être tolérant. Le mec qui joue en bête, il faut. Avant, il faut être tolérant. Bah, enfin, Ça veut avant, il y dire qu'il a. avait. Enfin, avant, on avait. C'est pas que l'armée faisait pitié, mais tu savais que un joueur homme parce que le bateau était vieux, que les War Scrolls, à la base, déjà, c'était pas les meilleurs. Et en plus, maintenant, ils accusent. Enfin, plus maintenant, mais avant, ils accusaient de leur âge. Donc, t'avais tendance quand même à être compréhensif devant un joueur homme parce que le pauvre, déjà, il s'infligeait un handicap statistique, on va dire. Parce qu'il y a des, non, il y a des règles en bête qui sont super fortes, hein, c'est pas le problème. Il y a des, la Non, mais tu mobilité as est raison, tu as géniale, raison. l'invocation sur les flancs, bah, ça veut dire que tu joues avec plus de points. Mais tes War Scroll avant, statistiquement, c'était pas terrible. Maintenant, c'est bon. Je le répète encore, mais tu passes vraiment le point de rupture. La pierre de Hard, elle a un deuxième effet. Et ça, c'est un effet. Alors, on a perdu l'immune bravoure, qui était pour moi quelque chose de très fort. Et on a perdu, ça c'est quelque chose d'important, c'est le dernier point, c'est qu'on a gagné le fait à 12 pas au tour 1, amplifié de 6 par tour, que mon ralliement, c'est sur un 4+. Ouais, ça c'est bien. Ça. Et bien ça, il faut bien réfléchir à ces placements. Ça veut dire que c'est une armée, il reste un gars, tu te désengages, tu cours vers ta pierre, et ton PC, ou à sa phase, tu vas le faire. Sur 4+, alors là, on parle que de Sangor, hein, parce que je ne parle pas de Minotaur ou de comment il s'appelle, de Dragon Ogre. OK. Mais là, les 4+, tu es content. Hein. Tu es content de le placer. Hein. Ah non, mais c'est clair. C'est le ralliement, normalement. Enfin, il y a d'autres unités qui l'ont. Mais le ralliement, c'est sur du 6. C'est un truc sur les armées qui n'ont pas ça, c'est un truc que tu fais des fois. Puis quand ça passe, t'es content. En obet, tu sais que tu vas faire revenir des gens à un moment donné et que tu peux vraiment. euh, Tu peux pas te reposer là-dessus, mais tu sais que ça peut te changer une dynamique de partie. Parce que tu peux. Parce que ouais, le 4, c'est le G mythique sur AOS. Enfin, même sur Warhammer avant, hein, mais le 4, c'est le G, c'est tout ou rien. C'est un pile ou face. Bah, si t'as de la chance, tu fais revenir 900 gore. Donc tu fais revenir 175 points. Et bah, c'est pas pareil. C'est-à-dire que ils vont revenir, te charger la tête, et donc bah faut gérer ça. Non, mais parce que moi, j'y ai beaucoup réfléchi parce que ça me permet, imaginons le mec, il m'enlève 6 points de vie et il me fait tomber mon unité en dessous de mon seuil de 9. Tu as compris, c'est important que j'ai 9 ou plus. Et ben, ça me permet de récupérer mes filles pour regagner tous mes bonus d'attaque. Donc ça, il va falloir beaucoup jouer avec ça. Euh, c'est un sujet aussi, c'est le gore. Alors, petit détail, entre le gore. Alors, c'est vrai que Games, ils ont sorti des règles de gore qui traversent la table pour charger. Bon, j'ai un profil qui ne le permet pas. Mais souvent, c'est une question qui m'est souvent posée, les un gore et les gore. Et
j'ai jamais joué de. Je vois pas l'intérêt du Ungor. Alors là, je vais vraiment dire quelque chose d'un peu particulier. La faiblesse de l'armée, c'est la bravoure. Le Gore, il a moins un en bravoure. Il a une bravoure de 4. Le Ungor, il a une bravoure de 4. Il a moins un à la save. Il a une 6 plus 1. Donc, parce que le bouclier donne plus 1. Finalité, je me retrouve souvent avec des Gore en 5 plus 1, donc 4 plus. Bravoure de 5. C'est très important d'avoir une figurine qui survit pour Ouais, bloquer l'adversaire. pour faire ce blocage et le ralliement, ouais. Et souvent, tu as des trucs qui font un D3BM, des machins, des ceci, des cela. Et je me retrouve des fois, quand tu joues les Ungor, ils disparaissent tout le temps. À Ouais. cause de la bravoure. Parce qu'une bravoure de 4, tu perds 6 figurines. Voilà, tu lances ton D6, c'est Mais foutu, c'est quoi. fini. Puis en plus, le truc, c'est que généralement, enfin historiquement, les Ungor, c'est ta source de sacrifice. Donc en plus, il meurt la bravoure tout seul. Mais toi, comme tu l'as expliqué, tu te sacrifies tes points d'invocation via le Shagot qui soigne. Comme ça, tu mets à profit une aptitude de soin qui normalement bah, fait rien parce que bah, t'es pas en danger. Donc là, tu la rentabilises. Bah, donc, quel est l'intérêt des Ungor compte tenu du fait que tu as des lignes qui sont des Ungor? Ah oui, tu as raison. Ouais, Ouais. Totalement raison. Et parce qu'après, quand même, tu cours après les points. Alors voilà, c'est quand même des listes ultra. Voilà, là, on est vraiment des listes dures, hein. Chaque point, on les calcule. Donc, on se absolument. Ouais. retrouve, il faut que tout soit efficace. Il faut que je puisse prendre des points, être offensif, faire ma tactique de bataille. Déjà, je sais que tout, hein, tu vois, cette bataille, cette armée, elle est assez simple. C'est T1, je place 2 unités dans ta zone de déploiement. T2, je fais ma course. T3, je te prends un objectif. Ça, c'est réglé. OK? J'ai la ligne, elle va tomber la ligne. Donc il suffit de la placer au bon moment. Alors, si par malheur le mec il m'a mis des écrans en ligne, ben, je vais aller les chercher. Donc je peux prendre mes 10 points et mes tactiques de bataille et capturer les objectifs. C'est comme un jeu de capture d'objectifs. Vient les scénarios. Je pense cette armée, vraiment, je vois plein de gens en ce moment qui viennent, parce que je pense qu'il y a quelques joueurs qui vont jouer en bête actuellement. Il faut peindre des figues, hein. Il faut en peindre, hein. Attention, il faut peindre des figues en homme bête. Et surtout, faut peindre beaucoup en double. C'est une armée qui est pas donnée, hein. Je reviens, c'est une armée qui n'est pas donnée parce que les invoques sont quand même. T'as le Kickstarter qui te permet d'avoir des trucs assez. Pas Kickstarter, pardon. La boîte qui te permet d'avoir quelque Start chose collecting, ouais. d'intéressant. C'est ça. Mais tu es obligé quand même d'acheter beaucoup de choses. Beaucoup, beaucoup de choses. Je reviens, c'est vraiment pas l'armée de débutants. Je ne la préconise pas du tout à des débutants. Et surtout le time. Le Ouais. time. Et du coup, on a parcouru en fait tout ce que je fais d'habitude au fur et à mesure de la présentation de ta liste. Et tu as profité en fait de prendre les profils un par un et des invocations pour nous expliquer très clairement comment les embêtes fonctionnaient. Donc on a vu que en effet, enfin c'est un essaim, c'est une liste débordement. Tu fonces sur l'adversaire et tu profites de ta nouvelle létalité pour faire des combats avantageux, dans le sens où toi t'es pas cher mais tu tapes fort donc tu peux taper des trucs qui valent une fortune et du coup, l'adversaire est désemparé face à ça, parce qu'il doit gérer des MSU, et des fois, il peut pas tout le temps. Donc, ça en découle que ton point faible, c'est les effets de zone, et les armées qui sont capables de t'impacter tout d'un coup. Et Ouais. maintenant qu'on sait tout ça, euh, quelqu'un qui veut jouer un homme bête, donc là tu as déjà dit, enfin quelqu'un qui veut jouer un homme bête, qui veut débuter. Quelles sont les choses, les erreurs à ne pas commettre? Donc tu nous as déjà dit que l'armée, elle pouvait être coûteuse, que c'était une armée d'horde, donc il fallait prendre en compte que tu vas peut-être peindre 280 figurines si tu veux toute la collection, et que c'est pas une armée pour les débutants pour différentes raisons en termes de connaissances encyclopédiques des règles, parce qu'il y a beaucoup de trucs, c'est quasiment un jeu à part entière de jouer homme bête, et que bah en plus de ça, faut jouer vite sur la table. Et en plus de ça, toi, quelles sont les erreurs à ne pas faire quand tu joues homme bête sous peine d'être puni immédiatement d'une table rase? Alors, bon, on va reprendre les bases. L'anticipation, c'est un jeu d'anticipation, donc mal anticiper ton double tour. Jouer et il faut vraiment espacer ses unités avec cette armée parce que quand le mec il en chope deux, il les défonce. Parce qu'il est capable, il a la capacité de t'enlever 6 minotaures, ben, 2 fois 6 minotaures trop près, il les fait sauter. Il les fera sauter parce qu'il va les défoncer. Il faut vraiment bien se placer. Je pense les grosses erreurs, ça va être les bestigors. Jouer les bestigors, pour moi, c'est assez complexe. C'est une unité qui, pour 135 points,
ça fait 13 points et demi le point de vie. C'est une superbe unité, d'accord? C'est une unité qui te met de la presse. Mais vouloir trop en mettre, c'est très compliqué. Souvent, les débutants, ils en mettent trop. Ils en mettent trop. C'est une armée qui est projetable, qui frappe très très fort. Elle fait péter tous les écrans. Elle vient, et voilà, c'est l'armée, tu fonces tout droit. Tu arrives en nid d'abeille et tu essaies de faire le plus de dégâts. Mais je préconiserais de faire attention à trop les placer. Je préconiserais, tu vois, de bien réfléchir à ces unités en invoque. Tu vois, de vraiment bien réfléchir à structurer, à bien penser qu'on va avoir ça qui va arriver après. Les erreurs les plus fréquentes, ça va être oublier les invoques, pas protéger sa pierre. Ah oui, ouais. Ah, la pierre, il faut bien la placer. Sauf qu'en la plaçant loin, on va éloigner son chagot. Donc voilà, il faut quand même bien. Voilà, le placement de parce que le mec, il va foncer, il va la péter, hein. S'il la pète, là, tu te retrouves avec ton vieux BT. Et là, Ah bah, voilà, ça, tout est c'est dit. plus pareil, hein, tu perds d'un coup, Voilà. tu passes de reine -2 à reine de 0, t'es plus la même menace sur la table, hein, très Ah clairement. ouais, ouais. Et parce que c'est une armée T3, s'il a mal géré son T3, tu peux table raser, hein. T3, ouais, je pense que quand tu te trompes avec des minotaures en -4, bref, tout le monde a -3 sur la table, il C'est n'y a pas clair que beaucoup de gens qui. c'est pas Heure de Gloire qui va te sauver d'une reine -4 dégâts 2. Non. -4, j'ai vu Ouais, tu peux faire des trucs titanesques, hein. Tu peux faire du Hmm. -5, ouais. Le maximum, c'est -9. J'ai compté. Ouais, ouais, avec le géant. Avec le géant, le Ouais, Jabberslite, je me souviens un peu. 2-3 sorts, et puis, et puis une aptitude, c'est bon, ça a été à -9, et bah là, bah, -9, personne n'a de sauvegarde, hein, clairement. Non, non, bon, après, là, ouais, Non, c'était c'est 40 mise. Mais je pense, ouais, ça va être faire des mauvais choix de placement. Ça va être, bah là, il faut, ouais, il faut sacrifier plein de choses. Il faut attaquer. Moi, il m'est arrivé des fois, j'ai souvenir d'avoir chargé avec 2 chamans. J'ai tout envoyé. Et souvent, j'envoie tout. Je sacrifie même. Je me dis, bon, t'es obligé de tout envoyer, hein. Pas oublier, parce que je rappelle, là, je suis sur une liste où quand mes héros meurent, ils se transforment en enfants du chaos. ouais. Et il y a des moments où il faut les sacrifier. Il faut les sacrifier. Il se dit, merde, bon, ben, je vais perdre mes héros, mais l'autre, il est englué. Voilà. Euh, Elle est complexe. Voilà. Il y a beaucoup de placements. Il faut tout le temps réfléchir à ces zones. Voilà. Euh, il y a des armées qui vont être plus simples et il y a des possibilités de liste qui vont être plus intéressantes pour des débutants. Celle-là, je pense que les Tsangor, ça devient vraiment très, très poussé. Il y a beaucoup de placements. Voilà, des placements des mecs avec des armes à deux mains un peu partout. Je pense qu'une liste, euh, il y a des armées avec du dragon ogre. Alors, le dragon ogre, on n'en a pas trop parlé, mais 125 points, les 15 points de vie, avec une 4+, qui Non, bouge à c'est clair. 8, voilà, qui a un mouvement gratos d'un D6, qui fait tomber la foudre, qui regagne des points de vie, qui a des bonus. C'est vraiment la ligne de base, hein. C'est la ligne terrible. Elle n'est pas dans ma tactique de jeu parce que je joue autrement. Mais voilà, je préconise vraiment à des débutants peut-être de partir là-dessus. En plus, c'est classe, tu vois, il n'en met que de monstres. Mm. Et donc, non, je pense avoir donné pas mal de clés sur cette armée qui, qui est intéressante, hein. Je pense que quand tu joues en bête, je connais beaucoup de joueurs en bête, souvent, tu es quand même obligé de bien maîtriser la mécanique du jeu. Ouais. Tu es même obligé de jouer avec la mécanique du jeu. Tu es obligé de faire des pièges, tu es obligé de faire des contres, tu es obligé d'occuper toute la table, d'être capable de te redéployer, de lire le déploiement. Alors là, oui, tu joueras souvent. T'as pas trop le choix. Ah oui, dernier point. L'homme bête, tu choisis jamais qui joue premier, hein. Attention, c'est un point fort. C'est un point très fort. Donc moi, j'ai beaucoup joué en battle, hein. Je suis un joueur battle, donc il fallait beaucoup lire le déploiement adverse. Donc j'ai beaucoup joué en lisant le déploiement adverse. Et ça se ressent. Je m'en fous complètement de jouer en premier. En plus, en étant en bête, tu es obligé de lire l'adversaire. Donc voilà. Et ça, c'est très important. Le déploiement, lire l'adversaire en homme bête, je pense que c'est très, très important. Bah, la multitude fait que... Alors, toute proportion gardée, parce qu'il y a des armées qui vont affliger une punition phénoménale par leur létalité de base, mais la multitude des unités des hommes bêtes fait que te prendre un double tour, c'est moins grave que certaines armées, parce que bah, quand t'as 5 unités de Sangor, si t'en perds une ou deux de plus à cause du double tour, il t'en reste un corps, et en fonction de la résistance adverse, tu peux gérer avec ça.
Bon, évidemment, si c'est un Hero Joe qui te met un double tour, tu peux disparaître. Et si c'est un Idonette qui te fait un double tour T2, T3, c'est-à-dire que il va taper tout le reste du tour en premier, bon, là, évidemment, c'est compliqué. Mais globalement, Oui, ça va, avec mon quoi. avis. Après, ouais, ce que j'ai craint le plus, ma pire crainte, ça a été la hache de corne avec son 6, hein. Ah oui, ça, c'est une grosse, grosse Voilà. zone, ça. Donc voilà, ça a été pour moi. J'ai vu une fois, c'est la seule fois où je crois que je me suis fait table rasée T2, mais bon, euh, parce que voilà, c'est dans le sud, il y a quelques joueurs atypiques. Je fais un peu de pub pour un tournoi, j'ai oublié de le dire. Le 5-6 mars, il y a un tournoi sur Toulouse avec une partie du groupe de joueurs qu'on est, là, les Batailles Fantastiques. Ils font une partie un peu compétitive en dessous de Toulouse. Donc, un des joueurs qui est un joueur pareil, qui joue beaucoup en placement, qui est un joueur talentueux, pareil. Et lui, il est très, très talentueux et qui organise un tournoi dans le sud le 5-6 mars. S'il y a des joueurs qui veulent se faire C'est plaisir. l'occasion rêvée en plus pour jouer contre des joueurs Umbet et donc vous faire votre propre avis contre l'armée. Donc c'est formidable, ça. C'est très, très Ah bien. ouais, je pense peut-être qu'il y aura deux joueurs en bête là. Ah, bah, attends, les joueurs Umbet, à mon avis, on les a pas vus pendant un moment. Là, avec le nouveau White Dwarf, je pense que des gens vont se laisser tenter Il va par falloir peindre. cette nouvelle étalité. Ah, ça, il faut peindre. Mais écoute, je pense que il y a des personnes qui ont déjà peint des pinks ou des archers ou même en V1 des furies. Je pense que c'est un truc qui va pas arrêter beaucoup de joueurs, ce genre de choses. Mais en Non, effet, non, ça mais va les permettre à embêtes, prendre ça en c'est compte. Ouais. simple, hein. Hmm. À l'aéro, tu peux Ah, bah, sortir une arme. C'est que du marron, des choix, un zénital, des trucs, tu peux sortir des trucs sympas quand Ah, mais même. c'est de la chèvre, hein, donc clairement à peindre, c'est pas le plus compliqué, je pense, en termes de schéma de couleur. Mais voilà, très clairement, les hommes bêtes, c'est une armée qui, avec son White Dwarf, a beaucoup changé. Et en plus, alors, ce qui est bien, on va pouvoir en parler maintenant, c'est qu'ils l'ont changé de manière intelligente. Parce que, alors, on va prendre dans l'exemple les Stormcast. Les Stormcast, ils ont des War Scrolls qui sont forts. Et du coup, vu que les War Scrolls sont forts, bah, les armées qui peuvent les embarquer chez eux, elles deviennent fortes aussi parce que bah, les War Scrolls sont forts. Les hommes bêtes, les War Scrolls avec le White Dwarf, c'est les mêmes. Ils n'ont pas changé. Ils sont toujours aussi. Voilà, ils sont médiocres, hein, voilà, très clairement. Mais par contre, toutes les aptitudes qui les boostent et qui les rendent forts sont issues des traits de bataille. Ça veut dire que si tu les prends en corne dans Slanesh, bah t'es pas fort. Enfin, t'es le War Scroll d'avant. Et donc, bah, quelqu'un qui les prenait pas avant va pas les prendre maintenant. Donc c'est intelligent parce que ça va éviter qu'il y ait des dérapages en termes d'équilibrage si jamais les unités ou les factions divines que sont Khorne, Slanesh, Tzeentch ou Nurgle changent. Et ça, c'est bien. Alors moi, j'ai vu quand même des mecs qui sont partis loin avec des Minotaurs à 4 attaques chez Korn. Ouais, non, mais les Euh, Minotaurs, ils étaient joués avant. Mais ce qui est bien, c'est que, bah, Parce qu'il passe très très bien chez Korn, parce que c'est pas très cher, ouais, 130 points, 12 points de vie, on est voilà. C'est une unité limite immune bravoure, le Minotaur, parce qu'il a plus en bravoure par unité ennemie d'un rayon de 12. Donc, ouais. c'est bien. Voilà. Et on se retrouvait, j'ai vu ouais, des unités Minotaur. Et attention, ceux qui vont acheter des Minotaurs, qui réfléchissent bien à la fabrication, hein, parce que là maintenant, les trois armes ont un intérêt quand même. Ouais. D'accord? Ça, c'est un truc pour les jeunes joueurs qui y pensent, parce que le Minotaur, l'arme à deux mains, t'en étais content, moins 2 dégâts 3, 2 attaques. Mais maintenant, arme additionnelle, 3 attaques, relance les 1, 4 plus 3 plus, moins 2 dégâts 2. Ouais, ça va chercher, hein. Et puis les Dragons Ogres, ils ont la même. Les Dragons Ogres, c'est pareil. Avant, il n'y avait absolument aucun intérêt à prendre les 6 attaques, qui étaient Reine Ah de oui, 0. 6 attaques. Maintenant, est-ce que tu as envie d'avoir 6 attaques, moins un, un, Oui. 4 attaques, moins 2, un, ou 3 ou 2 attaques, moins de 2? Bah, tu vas réfléchir en fonction de ce que tu veux faire avec. Et vu que les listes Dragon Ogre vont avoir tendance à en jouer beaucoup, tu vas peut-être pouvoir faire différentes unités qui ont différents rôles, même si à la base c'est le même profil. Non, mais les dragons, ils sont efficaces, hein, c'est vraiment, je pense. Attention, moi je mets quand même. Je pense qu'à la prochaine fac, il y a un level up de prix. Ouais, J'y c'est pense possible, vraiment c'est parce c'est que envisageable, ils ouais. avaient baissé. Games, ils avaient été malins de baisser pour que ça devienne jouable. Je pense que quand même que certaines unités méritent de faire un level up.
Le dragon ogre, ouais, je pense qu'il mérite de monter un peu. Ouais, en fait, c'est comme à chaque fois. C'est-à-dire que là, ils ont fait des nouvelles règles sur le White Dwarf. Ils vont voir ce que ça donne sur le terrain pour pouvoir ensuite changer les points en fonction de ce qui est fort. Et après, faut pas se leurrer, hein. Il y a une grosse hype autour des Zombies parce que leur supplément est une véritable surprise en termes de up. Parce que auparavant, à l'exception de celui des subs, les suppléments White Dwarf, ils étaient soit anecdotiques, soit bien, mais bon, ça changeait pas la dynamique de l'armée. Les Zombies, ils reviennent vraiment sur le devant de la scène, mais par contre, ils ont toujours leurs points faibles, qui sont des points faibles très handicapants, avec le fait qu'ils soient très faibles au corps à corps et très faibles à la bravoure. On l'a déjà dit, mais Et un Iron Jaws qui vous attrape, il est capable de vous attraper les unités une par une, et vu que vous êtes fragile, il va vous table rase, parce qu'il va ouais, activer Mighty Smash and Bashin. ouais, il a frappé. Ouais, Voilà. t'as raison. Et, l'homme bête, c'est vrai, alors pour moi, c'est devenu logique. Et c'est vrai que j'ai oublié de le dire. La frustration. C'est que il faut passer outre la frustration. Je crois que c'est un truc qui m'a appris à enlever la frustration. C'est que tu as tellement de figurines qui sautent partout que souvent, quand tu es putain, j'ai perdu tout ça, ça te fait oh, tu t'écroules. Et là, tu apprends vraiment à gérer ça. Tu vois, bon, c'est mort. Bon, quoi, j'ai 30 points de vie qui ont sauté là, et là, 15, 40, 45 points de vie. C'est pas grave. Tour d'après, ah, j'ai reperdu 40 points de vie. Pas grave. Parce qu'à coup de 40 points de vie, c'est vrai que c'est spectaculaire. Des Mm. fois, tu te dis. Et souvent, je pense que tu perds. Des fois, T3, tu as perdu 120 points de vie. Il y a des armées qui sont plus sur la table et qui n'existent plus à 120 points de vie, hein. Et là, t'es encore jouable. Voilà, ça, c'est vrai que ça, il t'arrive souvent de peindre des trucs et de l'enlever très vite. Ouais, Voilà. Moi, non, mais c'est vrai que tu fais bien de le signaler, parce que c'est un truc qui peut frustrer certains joueurs ça peut frustrer. Souvent, de, ça frustre de beaucoup les peindre joueurs. une belle figurine, et puis quand tu la perds, même des fois, mentalement, c'est compliqué. Moi, quand je jouais Luminette et que Teclis mourait, j'étais au fond du gouffre pour des raisons évidentes. Bah là, c'est pareil. Si t'es habitué à jouer des armées où chaque perte compte, bah ça va peut-être t'infecter mentalement. Mais si, mais si t'as l'habitude de jouer des armées comme Obet ou Skaven, bah tu te rends compte finalement que sur ce genre d'armée, bah si t'es Lakemer, c'est pas grave. Non, mais T'en auras non, c'est d'autres, ils vrai, sont t'as raison. remplaçables. T'as raison, t'as totalement raison. Je comprends que c'est très très dur pour certains jeunes joueurs. Mm. Voilà, ça je le redis, jeunes joueurs, fuyez pauvres fous. Donc voilà, si vous voulez jouer en bête, rappelez-vous, vous êtes fragile, mais ils sont remplaçables, donc c'est pas grave. Préparez-vous à peindre énormément de figurines, parce que déjà, faut peindre votre armée, et en plus derrière, faut peindre l'invocation, parce que en bête, si vous n'avez pas d'invocation, bah, vous perdez une dynamique d'armée qui est nécessaire pour gagner une partie. Je ne pense Explique ton pas, style. tu m'arrêtes si je me trompe, Hervé, mais je ne pense pas que tu es capable de gagner une armée, de gagner une partie en POC sans invoquer. Non, c'est impossible. Ouais, Je voilà. pense que c'est impossible. Alors si le mec il fait des grosses erreurs de placement et que voilà et qu'il est trop présomptueux et qu'il croit vraiment, il n'a pas bien compris sur quoi il allait tomber, mais normalement non, c'est impossible. Je pense que les invoques font partie de ton armée. Tu peux jouer sans sur certains types de scénarios, mais c'est trop important. Ouais. Ouais, je pense que c'est important. Voilà. Je Ok. pense que je pense t'avoir tout dit, hein, parce que j'espère pas être trop Ah non, long. c'était une très très bonne analyse. On a pu voir l'entièreté de ce que représente la faction, parce que, enfin, même de là, on est parti sur une liste, mais on a pu voir que, en fait, tu peux pas prendre une liste homme-bête toute seule, parce que la dynamique de faction fait que tu vas jouer des unités qui sont pas dans ta liste d'armée de base, qui sont dans ton battle tome. Et donc, bah, si tu connais pas tout, tu peux pas les jouer parce que tu les connais pas, ou plutôt tu sais pas ce que ça fait, et donc bah, tu perds la versatilité qui fait que certaines parties vont se retourner en ta faveur. Donc c'est pour ça qu'il est nécessaire de prendre le temps d'expliquer quelles sont les unités que tu peux invoquer et comment. Parce qu'il y a des armées, si tu connais pas les War Scrolls que tu joues pas, c'est pas grave. Euh, parce que si tu les connais pas parce que ils sont moins bons. Là, si tu sais pas ce que ça fait un Razorgore ou un Centicore, tu ne peux pas savoir qu'ils sont en mesure de te sortir de situations où tu as des figurines à sauvegarde plus 3 nul à Rainement 2 que tu peux aller chercher. Ouais, t'as vraiment raison. C'est vraiment atypique parce que c'est une armée où tu as quand même beaucoup de choses. Une bonne phase, des bons sorts, surprenant en magie, tu as de la vitesse, occupation de table, de la létalité, de l'invoque, de la réserve, tu n'es pas résistant.
Voilà, il y a des avantages et inconvénients. Et là, Games, s'ils continuent comme ils sont en train de faire, c'est que chaque armée actuellement représente bien le fleuve, tu vois. Tu as une Ouais. pierre de hard et ça monte, et ça attire du monde. Et là, ça sent l'armée totalement folle qui est autour de cette pierre. Et elle s'écroule, ta armée s'écroule. Voilà, c'est vraiment la pierre. Ton objectif, c'est péter la pierre, quoi. Et ouais, je trouve que la Games, les derniers BT, ça représente l'armée, quoi. Et C'est puis du feu, quoi. les derniers décors de faction incitent l'adversaire à venir les détruire, que ce soit l'arbre de Nurgle ou la pierre d'Errad, c'était pas forcément le cas avant. T'as pas envie, ou alors c'est pas ta priorité, d'aller détruire un décor Séraphon ou Ossiark, hein, très clairement. Là, détruire une pierre d'Errad, ça vous renverse une partie. Hein. Non. Ah non, c'est sûr que. Bon, tu vas la mettre au fond, hein. Ouais. Ah, à part, voilà, il n'y a pas beaucoup d'armées qui ont la capacité de projeter des monstres, quoique si les dragons. Ah si, quoique si, on fait le calcul, les deux derniers BT, à part Nurgle, ils ont la capacité, les dragons sont des monstres. Puis même, il y a peut-être des armées qui ont des sorciers pas chers qui vont se transformer en sorciers au monstre pour faire péter la pierre d'Errad, hein, parce que c'est clairement Ouais, rentable comme oui, c'est investissement. bien, ouais, t'as raison. T'as raison. Je veux dire, envoyer un ingénieur Scryer qui sort de son hall pour charger pour charger autour d'unité qui est proche de la pierre d'Erde et la péter, moi j'y vais, hein. Franchement, Ah, trop important, trop ouais, important. Toute l'armée, elle est structurée dessus. Le retour le ralliement, la fuite divisée par deux. Voilà, faut pas l'oublier, on en a pas trop parlé, mais tu as la fuite divisée par deux autour de la pierre, le -1 qui devient un -3, -2, pardon, et surtout les invoques. Les invoques sont tributaires de la pierre. En ouais. finalité, on se retrouve avec la pierre qui est très importante. Voilà. Et ça, bon, on va pas, elle va souvent être au fond de la table, hein. Ouais, bah oui, Voilà, elle va être au fond de la table avec des anti-FEP autour. tu ne peux pas te permettre de l'exposer. Et ça, c'est clairement, je pense, l'erreur numéro un à ne pas commettre. C'est... Voilà, ça t'arrive, c'est fini. Voilà. Non, voilà. Bah écoute, Hervé, je te remercie d'avoir pris le temps de nous parler des zombettes parce que il n'y a pas beaucoup de personnes qui maîtrisent l'armée et qui sont capables de tout expliquer comme ça. Donc merci à toi d'avoir pris le temps de nous montrer comment on doit jouer une liste zombette. Et moi, sur ce, je vais vous présenter donc une variante comme d'habitude. Et vu qu'on a parlé de guest spawn, je, je vais vous présenter une liste où j'ai mis l'accent sur l'invocation et on va la jouer en All-Lord. Bon, c'était une analyse qui était bien dense et bien riche. Maintenant, on va voir une variante en All-Earth. Alors, All-Earth, je vais le faire très rapidement, c'est la sous-faction qui vous permet d'invoquer plus facilement Numbet, car vous avez un trait de bataille qui vous permet de gagner un point d'invocation supplémentaire lorsque votre général est en vie sur le champ de bataille. Donc le but de cette liste, c'est de tout focaliser sur l'offensif et de profiter de l'invocation des hommes bêtes pour déborder l'adversaire. Le but du jeu, c'est grâce au dragon ogre et le chagot qui a un artefact qui permet de courir et charger, d'impacter l'ennemi afin de le bloquer, tandis que les bulgars vont faire le reste du travail. J'ai choisi de ne pas incorporer des chariots, mais plutôt d'incorporer des Tsangor sur 10 de Stinch, qui vont faire le même travail, mais avec un potentiel offensif qui est un peu plus grand. Alors le défaut, c'est que vu qu'on a une seule unité et pas plusieurs petits chariots, on ne peut pas aller bloquer plusieurs unités ennemies à la fois. Mais par contre, le potentiel offensif des disques de Stinch fait que vous pouvez choisir une unité clé et aller la supprimer grâce à la grande mobilité couplée à la reine améliorée que vous avez en Numbet. Le Chagot, lui, permet d'avoir tout simplement les dragons ogres en ligne, afin de profiter du fait de ne pas jouer d'écran qui vont prendre des points dans la liste pour rien, alors que vous pouvez les invoquer plus tard grâce à vos points d'invocation. Et ici, grâce aux Bulgors et aux dragons ogres qui ont vraiment un grand potentiel de dégâts, on peut protéger la pierre d'Erd en menaçant l'adversaire de se faire immédiatement éliminer s'il ose s'approcher de ce décor. En Warlord, on va donc fiabiliser l'invocation. Le fait d'avoir un point supplémentaire, ça permet de dépasser certains seuils. En effet, vous avez un point grâce à votre général, un point ou des 3 grâce à un monstre, et des 3 points d'invocation grâce à votre sacrifice. Ce qui fait donc un maximum de 8 points, et donc vous pouvez, tour 1, invoquer des Tsangor sur disque, 3 dragons ogres ou 3 bulgors, et vous pouvez même attendre le tour suivant pour invoquer un monstre, comme la chimère ou le gorgon. Et bien voilà, c'est tout pour cette fois. Comme d'habitude, j'espère que la vidéo vous a plu. Si vous avez des remarques ou des commentaires concernant cette faction, car les hommes bêtes c'est pas quelque chose qui est facile à prendre en main, n'hésitez pas à poster vos questions en commentaire afin qu'on puisse vous répondre et vous éclaircir concernant les différentes questions que vous avez face à cette faction qui revient soudainement sur le devant de la scène. Et maintenant que l'analyse est terminée, moi je vous dis à la prochaine. Salut salut!